Donc, pour commencer, on s'est dit que c'était peut-être intéressant d'avoir une petite remise en contexte de ton parcours, comment est-ce que le cinéma est arrivé, le montage, etc. Peut-être les études, ou je sais pas. Ça remonte, ça remonte un peu à loin, non, on ne va pas aller trop loin. Si, donc quand même, le truc important, c'est d'avoir fait un stage de laboratoire, puisque j'ai raté mes études assez brillamment, rapidement. Et donc, pour ne pas que je glande, mes chers parents m'ont trouvé, par des amis, une possibilité de faire. Je voulais faire du cinéma, mais je voulais faire du cadre. Et à l'époque, c'était Vaugirard. Et Vaugirard, c'était bac scientifique. J'étais déjà pas très balèze en bac littéraire. Et voilà. Et donc, stage de laboratoire à LTC, laboratoire de tirage cinématographique, 6 mois avec le réel de la pellicule. Euh, à l'époque, c'était obligatoire quand on voulait être monteur ou script d'ailleurs. Script, c'était moins, je crois que c'était 3 mois, de faire un stage de laboratoire pour savoir comment la pellicule entrait dans un laboratoire et comment elle ressortait sous forme de copie qui allait être projetée dans les salles. Voilà. Donc j'ai heureusement fait ce stage formidable, c'est-à-dire que moi, fils de bourgeois à la gomme, je rencontrais enfin des gens, des ouvriers, des gens d'une autre classe sociale, ce qui était vraiment tout à fait passionnant. Je dis ça avec le petit doigt en l'air comme les crétins de bourgeois, mais c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire le contact avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est toujours enrichissant. Et là particulièrement, des gens qui travaillaient pour des prix qui n'étaient pas les mêmes que ceux que j'aurais après comme chef monteur, évidemment. Et puis des gens tout à fait agréables, sympathiques, et qui faisaient des boulots assez divers, l'étalonnage, la synchronisation des rushs, le montage négatif, la sensitométrie, la valeur chimique des bains, le développement, le tirage dans le noir, avec des grosses machines qui impressionnaient la pellicule positive d'après le négatif, enfin, vraiment des endroits complètement mystérieux, là, l'espèce de grotte d'Éleusis, enfin des trucs vraiment où se développait, c'est le cas de le dire, la machine cinéma, le matériel cinéma. C'était vraiment très passionnant et ça a amplifié mon goût pour le réel du cinéma qui a été dans mon cas donc la pellicule tout simplement. Donc après ça, j'ai trouvé assez rapidement, grâce à des amis encore, ça commence toujours comme ça, parce que les gens appellent méprisamment du piston, mais le piston ça ne sert à rien. À partir du deuxième film, ça ne sert à rien. Où vous travaillez pas. Vous travaillez bien, enfin vous travaillez effectivement, vous travaillez pas. Donc piston certes au début. Mais après, passion du boulot. Et sur ce premier stage, j'ai commencé à prendre toutes les boîtes. Je venais à 5 heures du matin, je prenais les séquences les boîtes des séquences inutilisées. Et j'essayais de comprendre ce que c'était que charger une machine, une Moritone à l'époque. Le son, l'image, je collais tout à l'envers, ça cassait un maximum. Je montais les plans à l'envers. Enfin, tout allait bien dans la mesure où on invente une façon de travailler un matériau qui est donc assez magique, puisque on voit au cinéma tous les jours, et là on en voit la fabrication, ce qui est totalement incroyable, parce qu'entre un écran magnifique avec un superbe noir et blanc et cette espèce de machin en celluloïd qui coupe quand on le manipule trop vite, qui coupe les doigts, et qui a des perforations sur les côtés, une piste optique, tous ces trucs, c'est une opération magique, mais en même temps complètement réelle. Voilà, donc grosse passion pour ce matériau. Et puis après, de fil en aiguille, assistant sur les Truffauts, sur 5 Truffauts. Puis miracle, il me prend comme chef monteur d'un film à l'autre. Je passe d'assistant à chef monteur du même réalisateur directement, etc., etc. Voilà. Donc peut-être qu'on va commencer un peu dans le vif du sujet par travailler sur un premier extrait. Nous, on a sélectionné, voilà, vous avez donc travaillé en particulier avec des gens qu'on va aborder, d'autres moins. Vous avez travaillé donc avec Truffaut, avec Piala, avec Stévenin, Philippe Garrel, Catherine Breillat et tout ça, et bien d'autres. Je propose qu'on commence par regarder un extrait du Loulou de Piala. On va en regarder la première séquence et comme ça nous lancera un peu et ça va lancer la discussion. Voilà. Donc voilà un extrait de Loulou qu'on n'a pas eu trop le temps de présenter avant. Mais donc c'est un film de Maurice Pialat qui est sorti en 80. C'est donc l'histoire d'une jeune fille plutôt de milieu bourgeois qui finit par tomber amoureuse d'un loupard joué par donc Depardieu, et la jeune fille étant jouée par Isabelle Huppert. Voilà. Alors peut-être pour commencer,
C'est plutôt rigolo parce que pour aborder votre travail de monteur, on prend un extrait, donc c'est le début du film, c'est le tout début, et dès la première coupe du film, on passe dans une coupe qui ne répond à aucune loi de la grammaire, ou du moins très peu, parce que on est en soir. Dès la coupe, alors il y a une sorte de raccord dans l'axe, mais qui de prime abord donne l'impression qu'on a sauté l'axe. On passe de soir à nuit. Alors c'est dès le premier raccord du film, on est dans quelque chose comme ça dans lequel on voit que les lois du raccord classique, disons, ne sont pas respectées. Et cette loi de la rupture, ça va être quelque chose qui va être présent dans tout le film. Comment est-ce qu'on met en place ça? Est-ce que c'est un désir? Est-ce que c'est vous qui apportez déjà cette chose en disant on va faire fi de ces lois-là et que le réalisateur répond? Ou est-ce que c'est une volonté du réalisateur qui vous dit tu as les coups des franches, quoi? Oui, il y a bien sûr ça, que les coups des franches, ça, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est un peu la marque des cinéastes avec qui j'ai travaillé, en tout cas, qui me paraissent des grands cinéastes, dans la mesure où c'est pas la peine de prendre des gens autour de soi comme collaborateurs si on ne leur fait pas confiance et si on ne les laisse pas exprimer leur talent ou leurs défauts d'ailleurs, enfin en tout cas leur qualité au sens large, hein, pas au sens uniquement bénéfique, de façon libre, parce que c'est vrai que si c'est prendre des collaborateurs pour leur dire fais ci, fais ça, c'est pas des collaborateurs, c'est des voilà, ce sont des gens soumis à des ordres, ce qui n'est pas tout à fait pareil, qui n'est pas du tout pareil. Alors, pour la question de tricher tout de suite sur une prétendue grammaire, etc., déjà, c'est induit par le cinéaste. Maurice a toujours dit, j'ai monté 5 films de lui. À chaque film, il a dit, j'en ai marre d'écrire des scénarios pleins de trous. La prochaine fois, je travaillerai les charnières. Et à chaque fois, le film suivant, on enlève toutes les charnières. Donc on se retrouve avec des films bruts, c'est-à-dire avec des grosses scènes, ou des petites scènes d'ailleurs, mais assez brutes d'entrée. C'est-à-dire qui n'ont pas dont la loi n'est pas la grammaire, mais disons le sentiment. C'est-à-dire, par exemple, le premier accord, là, il a disons deux valeurs. Une jeune fille marche dans la rue. Il y a un couple qui s'embrasse, donc le cinéma étant plus fort que tout, c'est bien évidemment vu par elle, mais c'est vrai que le raccord est un peu bizarre, il n'est pas très catholique, et puis quand elle dépasse, la preuve est faite, quand elle dépasse la colonne sur laquelle étaient appuyés les amoureux qui s'embrassaient, puisque son regard regarde vers l'arrière, etc. Donc ça prouve d'une certaine façon que c'était pas une coupe hasardeuse. Non, mais je rigole, Pablo, bien sûr. Que c'est pas une coupe hasardeuse, mais une coupe dont la signification réelle se développe après, etc. C'est-à-dire qu'on peut être brusque sur le moment, si après il est satisfaisant de comprendre où on en était de la géographie, même si la géographie est un peu troublée dans un cas comme ça. Parce qu'effectivement, c'est pas un franc 180 degrés sur quelqu'un qui regarde et un regard direct. Bon, ça c'est certain. Puis après, on passe effectivement à un matin, puisqu'il y a un gars qui se réveille. Enfin, c'est pas d'ailleurs si c'est un matin, vu la tronche du gars, on se dit bien que c'est le genre qui dort toute la journée. Donc, voilà. Bon, enfin, c'est vrai que la temporalité réelle nuit-jour est un petit peu troublée, d'autant plus qu'on le revoit après dans une séquence qui avait l'air à peu près de jour, ou peut-être on peut deviner de fin de journée, le soir, quand cette fille qu'on a vue au début regarder nostalgiquement des amoureux, on comprend que c'est sa fiancée, ça je sais pas quoi, et que donc on se retrouve de nuit et qu'il lui propose d'aller danser et qu'elle lui dit tu vas encore danser avec les autres. Et d'ailleurs dans la boîte de nuit, elle a disparu totalement, sa petite Annie. C'est-à-dire qu'on suppose par la phrase qu'il a effectivement tout de suite dansé avec d'autres gens qu'elle et qu'elle est déjà partie. Voilà. Bon, tout ça c'est des raccourcis à chaque collure, des espèces de raccourcis scénaristiques à chaque collure, dont Maurice disait donc à chaque fois qu'il fallait les combler et qu'il s'acharne avec les gens avec qui il travaille, avec moi en l'occurrence sur ce film-là, à gommer. C'est-à-dire que la continuité, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, explicative, pléonastique, explicationnelle, comme on dit avec Stévenin, n'a pas lieu d'être. Et l'important, c'est d'être dans le personnage. Voilà, c'est ça, dans chaque personnage, au moment où on le voit, beaucoup plus que de prouver que la narration est parfaite à un spectateur hypothétique. Juste pour rebondir sur cette question du personnage, ce que je trouve vachement, extrêmement étonnant et beau dans ce début, c'est qu'on a donc, disons, 3 séquences.
la première séquence avec la jeune fille, l'arrivée dans l'appartement de Loulou et la boîte de nuit. Et ce qui est assez fort, c'est que dans un laps de temps très court, on passe d'un premier personnage qui est présenté dans le premier plan comme personnage principal, qui passe ensuite au second plan au profit du personnage de Depardieu, et qui, Depardieu, dans la scène de la discothèque, ce qui aurait été entièrement plausible, et on est avec Depardieu, il remarque une nana, puis elle danse avec lui, puis on passe. Et en fait, le personnage de Depardieu directement est traité comme un gars de la fête, et ça pourrait être lui comme ça pourrait être tant d'autres. Comment est-ce que vous avez travaillé, par exemple, dans ce film-là, le statut de ces personnages? Alors la première séquence du film, c'est la boîte de nuit. C'est-à-dire ça commence par Guy Marchand, à savoir le personnage du mari de Isabelle Huppert, etc. Et puis Maurice, comme toujours, sur une façon d'un peu de boutade, il dit on va quand même pas commencer un film qui s'appelle Loulou par un type qui s'appelle André. Donc voilà. Non, mais c'est exactement comme ça que ça se passe. Et c'est vraiment, on est, là encore, on voit bien, encore une fois, qu'on est au niveau de la continuité de la réécriture du scénario, ou plutôt du recommencement de l'écriture du scénario. D'abord, le film est... Et puis ça répond aussi à une chose qu'il a dit dans les interviews après. On lui a demandé si c'était... Pendant tout le film, il a dit « Oh là là, j'en ai marre de raconter mes histoires de cocu ». Et puis quand on lui posait des questions après, à la sortie du film, etc., et qu'on lui demandait si c'était un film autobiographique, il disait oui, oui, j'ai été loupard dans ma jeunesse, c'est-à-dire qu'il se mettait il s'insérait dans le personnage de Loulou au lieu du personnage de cocu de Marchand, dont il disait que ça le débectait de raconter des histoires de cocu, qu'il a d'ailleurs tout à fait raconté volontiers dans un scénario écrit par la personne qui l'a fait cocu, Arlette Langman, qui a écrit le scénario, et dont tout ça est une preuve que raconter la vie est absolument l'essentiel. On est bien d'accord. Voilà. Donc on commence le film par Loulou parce que c'est quand même le héros, puis c'est l'acteur qui est plus connu que Guy Marchand. Tout ça c'est assez formidable parce que c'est des raisons mélangées, hein. Il y a à la fois la narration, mais ça donne quoi? Même quand c'est pour des mauvaises raisons, eh ben, ça donne des bons résultats. C'est-à-dire effectivement, d'abord le début du film est assez étonnant et le personnage principal est là et puis comme vous dites, il ressurgit comme un personnage secondaire. Voilà, donc c'est des façons de raconter très librement les choses, voilà, qui sont très, très bénéfiques. Voilà. Piala dit, enfin, je ne sais plus si c'est vous ou Piala qui le dit dans un des bonus DVD de Loulou, qu'il faut effacer le cinéma pour ne garder que la réalité. Je pense que c'est une phrase adaptée de moi, mais de Piala, disons. Et là, je trouve que c'est assez surprenant parce qu'à la fois, on a des plans longs, donc on retourne sur du plan séquence où justement on laisse vivre les acteurs, on laisse vraiment quelque chose se mettre en place en termes de contexte, d'ambiance, etc. Et pour autant, il y a des coupes extrêmement franches qui viennent complètement couper la réalité, notamment cette baffe qui va surgir. Et il me semble, et je ne sais pas si c'est le regard de monteuse, mais il me semble que pour autant, on ne le remarque pas, ça ne nous sort pas du tout de la réalité. Je veux dire, c'est quelque chose qui ne vient pas nous sortir du film, mais qui pour autant nous intègre encore plus dedans, quoi. Je trouve ça assez surprenant, et ça s'étale sur ce film-là, sur votre travail avec Piala, mais également sur les autres films. Ce côté, voilà, on coupe des actions, on n'hésite pas à casser cette temporalité. C'est bien la façon de Maurice, hein. Effectivement, on peut dire, c'est même marrant à quel point je trouve que ça ressemble à l'économie du couple, la séquence de la boîte de nuit. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure sur le step one et tout ça, sur la façon de couper, effectivement, de façon raide, mais quand même continue. C'est-à-dire que les coupes sont dures, sont sèches, mais elles sont volontaires et elles rentrent dans un état d'âme du personnage à chaque fois, au lieu d'en sortir. C'est-à-dire, c'est marrant parce que vous avez employé une contradiction dans votre question absolument immédiate en disant que ça coupe la réalité et 2 secondes après, vous avez dit que ça la vivifiait ou que ça la... Voilà. Et c'est exactement comme ça que c'est fabriqué. Là. Vous avez tout compris de la façon dont ça doit fonctionner. C'est-à-dire effectivement, c'est brut, mais ce brut, c'est le brut de la vie. Voilà. Et les collures sont un peu là pour dynamiser ça. Alors évidemment, peut-être qu'elles sont visibles. D'aucuns pourraient reprocher que ce sont des coupes visibles, un peu volontaristes, un peu comme ça. Mais comme elles ne sont jamais... à mon avis, et c'est ça que je dénonçais tout à l'heure, vraiment tout ce que je déteste le plus dans le cinéma qui est le pléonasme, elles ne sont pas pléonastiques, elles font plutôt des espèces de bonds en avant. Et qu'on a l'impression qu'il aurait pu se passer entre chaque collure. Il s'est peut-être passé entre chaque collure un moment qui envenime la situation d'une certaine façon, mais c'est la collure elle-même qui dit que c'est 1 minute plus tard et que c'est encore pire que la seconde d'avant. Quelque chose comme ça, d'où la surprise de la baffe, etc. Bon, cette séquence-là, c'était tournée en plan séquence. Aucun n'est montable en entier dans un cas comme ça. Et nous, on s'acharne avec Maurice à monter tout ce qu'il y a de
de plus énervé, de plus comme ça, de plus à vif. Voilà, c'est ça. Et qui t'a laissé des moments où justement ce à vif ramolli, par exemple, dans le moment où Huppert rejoint Depardieu et où on laisse très très volontiers la caméra qui prend les deux filles qui avancent complètement vers la caméra, c'est flou, ça recule, elle est avec Depardieu, il y a encore le pointeur qui remet le truc au point, donc il y a une espèce de vie momentanée là, qui inclut. Moi j'adore pas tellement quand le cinéma se montre lui-même, mais là on est tellement dans le brut et on est tellement dans le regard d'un cadreur qui fait le point parce qu'il s'intéresse à ce qu'il voit. Voilà, c'est ça. Je dis ça parce que très souvent dans les films que je montre, je vois un cadreur qui peaufine son cadre pendant que les acteurs jouent. Et ça, c'est absolument pas possible. C'est-à-dire que là, il ne s'en fout de peaufiner son cadre, il veut juste que ça soit au point et que vite, on voit où ils en sont de la danse. Et ce petit gag cinématographique de flou et reflou et puis renet, etc., n'est pas grave parce qu'il montre que le cadreur, Jacques Loiseleu en l'occurrence, immense cadreur, est totalement à l'écoute et au regard du film, mais jamais dans « est-ce que mon cadre est beau ?» Et je pense que c'est comme ça que le cinéma de Piala fonctionne, à la fois à l'écriture, à la fois au tournage, bien évidemment, puisque tout ça est tourné assez à l'aventure. D'ailleurs, j'ai un petit truc à dire là-dessus, qui m'a sauté aux yeux, qui est extraordinaire. Et puis au montage, et puis à toutes les étapes, disons. Voilà. Ce qui m'a sauté aux yeux, là, par exemple, c'est que je montais quelques années après, la Police de Maïwenn, pour lesquels j'ai eu un demi-César avec la brillante monteuse Laure Gardette. Et je vois maintenant qu'un des premiers fous furieux qui tourne absolument tout pour que ce soit vivant, c'est Maurice. Et quand je vois les tournages de Maïwenn qui sont complètement dingos, où il y a 3 caméras, déjà 2 c'est de la folie, mais alors 3, on se demande si c'est le point de vue de Dieu, du diable ou quoi que ce soit. Voilà, il y a une espèce de multiplication qui semblerait... qui voudrait que la quantité remplace la qualité, disons, pour faire schématique. Maurice n'a jamais tourné à 2 caméras. Et donc, mais je vois par contre que d'aller à l'aventure en filmant, sur la base des plans séquences, hein, comme Joachim fait, etc., c'est-à-dire de garder un souffle total, mais d'aller totalement à l'aventure et d'intégrer donc des flous, des ratés, des cadres qui s'en vont, et de se servir même de cadres qui brusquent, là, comme avant la baffe, etc. De se servir de tout ce qui pulse. Et maintenant, on voit que les rushs des films d'aujourd'hui sont beaucoup comme ça. Mais tout ça est dans un plan et on n'hésite pas à refaire des flous, à des machins. Mais c'est devenu comme ça un petit peu un goût. Et je pense que voilà, là, on a l'ancêtre. On a l'ancêtre de Maïwenn, on a l'ancêtre de tout ça. C'est quelqu'un qui a donné du goût à ces cinéastes de se dire mais oui, on peut tourner comme des cinglés. De toute façon, ils s'arrangeront au montage. En parlant de Piala, bon, tout le monde connaît le côté enragé, furieux du gars. Donc, et bon, il y a des anecdotes de tournage qui sont très très connues, des poursuites à base de poursuites de scie contre des acteurs, des engueulades, tout ça. Voilà, mais il y avait cette volonté de mettre tout le monde en insécurité. C'est très connu dans le tournage, mais comment se passait ce travail de montage avec Piala ? Est-ce qu'il y avait cette tension qui était présente ? Il y a moins de tension au montage, sauf quand il y a des engueulades, et il y en a bien sûr, parce que quand même, on est, comme je le disais tout à l'heure en finissant la première heure des discussions, là, on est quand même dans un jeu, hein, le montage. D'abord, pour continuer sur le mot de jeu, les jeux sont faits, le tournage est entièrement tourné, enfin il peut y avoir des retournages, et il y en a eu d'ailleurs dans Loulou, des scènes qui n'avaient pas été tournées, mais qui n'étaient pas pour des raisons de choses qui manquaient, qui étaient des choses scénaristiques qui n'avaient pas été tournées, qui étaient toute la partie, je ne sais pas si vous avez vu le film tous, du travail entre Guy Marchand et Isabelle Huppert, quand après qu'ils se soient séparés, ils décident de continuer à travailler ensemble dans l'agence de publicité dans laquelle ils bossaient avant. Bon, donc... les jeux sont faits, c'est-à-dire on est obligé de faire avec la matière qu'on a, normalement. Enfin, encore une fois, on peut retourner, mais on retourne peu. Et avec Piala, en général, quand il retourne, il y a ce phénomène très particulier qu'il ne monte pratiquement jamais les retakes, mais qu'on monte plutôt le premier tournage. Parce qu'il y a quelque chose dans les retakes, le nom l'indique bien d'ailleurs, refaire, comme ça, il y a quelque chose, c'est refait, mais du coup, il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose n'est plus frais, hein, comme je le disais tout à l'heure, des premières prises. Et refaire, si on ne change pas tout d'une certaine façon, et ça lui est arrivé bien sûr de refaire en changeant tout, par exemple en changeant d'acteur, dans Sous le soleil de Satan ou dans d'autres films, à ce moment-là, ça n'est pas refaire, c'est faire autre chose. Mais l'idée de refaire, de faire un retake de la même scène, avec les mêmes dialogues, dans le même endroit, avec les mêmes acteurs, en tout cas avec Maurice Piala, ça ne marche pas. Parce que refaire en mieux, ça n'existe pas. Il ne peut au contraire y avoir qu'une occurrence violente et véritablement vivante des choses que la première fois. Voilà. Je me suis un peu perdu en route. Le travail de Piala.
Le travail de montage, oui. Alors, donc, comme c'est ludique, voilà, comme c'est une histoire de jeu, c'est tout à fait amusant. Simplement, comme alors, il est fait à la fois totalement confiance et comme Joachim aussi, on peut dire, il se laisse surprendre et avec plaisir si ça va dans le film. Mais par contre, moi, je me suis entendu dire un certain nombre de fois sur des séquences dont j'avais essayé d'autres montages, etc. T'as encore fait tes yanneries, etc. Ils se foutaient de ma gueule parce que je faisais des choses, j'essayais des trucs. Par exemple, j'ai une passion immodérée pour monter des séquences mal tournées. Alors j'adore ça et j'y passe des journées entières et tout ça. Je me rappelle le premier film que j'ai monté, Les Deux Anglais et le continent. Jean-Pierre Léaud ne savait absolument pas ramer. Il était dans une barque, il devait arriver dans une île en ramant et comme il est pitoyable, il lâchait la rame à chaque fois. Et j'ai fait un effort considérable en 2 jours pour arriver à ce qu'il ait l'air de ramer, ce qui est un record parce que Jean-Pierre Léaud ne sait pas ramer. Et finalement, on a acheté la séquence à la poubelle, ça n'avait aucun intérêt. Mais néanmoins, c'est pour dire que ce qui est formidable au montage, c'est qu'on peut s'acharner. Et dans Van Gogh aussi, il y a une séquence sur laquelle je me suis beaucoup acharné qui est passée à la poubelle, à monter des choses qui ne sont pas très bien tournées. C'est vrai que c'est passionnant de rafistoler, quoi. C'est comme, quand on est garagiste, j'imagine que c'est une jouissance absolument extraordinaire de changer, je ne sais pas quoi, je n'ai même pas les termes de bagnole, moi j'y connais. Ah si, j'ai quand même changé une fois dans ma vie un reniflard de 403. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais moi j'étais drôlement fier. Et c'est un petit peu ça le montage, c'est-à-dire que le reniflard, c'est ce qui permet à l'excédent d'eau de s'écouler du radiateur, je crois, je sais plus quoi. Enfin bref, toujours est-il que j'ai réussi à faire ça. Et le montage, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a toujours des choses qui ne vont pas, ou des choses mal tournées, ou des choses incomplètes, ou des choses comme ça. Et il s'agit donc de rafistoler quelque chose. Et si le rafistolage est violent et va de l'avant, en général, Maurice accepte. Très souvent, toujours, je dirais, Maurice accepte. Alors, tout ce qui amplifie, j'allais presque dire les défauts, en tout cas se sert des défauts, ça marche. Par contre, essayer de monter raisonnablement une séquence mal tournée, alors là, il m'a toujours dit, c'est même pas la peine, si tu veux faire de la grammaire, c'est pas ici, etc. Voilà. Nous, on est là pour faire de la poésie plutôt que de la grammaire, quelque chose comme ça hein, au cinéma. Ça va nous permettre de faire une transition avec la séquence de Truffaut qu'on voulait montrer de l'argent de poche. Mais juste avant ça, je pensais justement au plan volé, parce que dans ce même bonus de DVD, on parle justement de ce plan volé, disons, volé par Piala pendant le tournage et récupéré au dernier moment par vous pendant le montage. Et je trouve ça assez marrant de... En fait, vous êtes peut-être retrouvés aussi dans cette passion de ce on pourrait appeler les déchets, quoi. Absolument, le métier de chiffonnier. Hein, mais c'est chiffonnier qui est un mot qu'employait Truffaut aussi, hein, comme Piala. Ce qui est marrant, qui sont des cinéastes extrêmement différents, mais ce goût d'aller refouiller dans la poubelle, on jette des séquences, puis de temps en temps on se dit oh là là, il y avait un plan, on repêche le truc, et effectivement on le monte quelque part dans le film. Oui, bah du coup, on va pouvoir parler de rafistolage. Enfin, je ne sais pas si c'en est du rafistolage, mais pour la séquence qui va suivre, qui est donc une séquence de L'argent de poche, qui est un film de François Truffaut, qui a été tourné en 35 mm, qui est sorti en 76. Voilà, juste en 2 secondes pour situer le film, c'est l'histoire d'une poignée d'enfants qui attendent impatiemment les vacances scolaires, comme tout le monde. Et vivant à leur rythme, ils donnent tous de l'âme à ce petit village de Thiers qui est dans le pays de Dôme. Voilà, donc on va montrer la séquence et puis on pourra en parler après. On a senti l'émotion dans la salle. C'est que ça marche. C'est fou. Oui, c'est du cinéma de sadique, il n'y a pas de doute. Oui, nous, ce qui nous a intéressé dans cette séquence, c'est donc on n'a pas pu montrer ce qu'il y avait avant, mais donc on met en place pendant très longtemps la montée des escaliers, le fait que c'est très long, on sent qu'elle prend énormément de temps à descendre. On a ce montage qui met les deux en lien tout le temps, et on a cette tension qui arrive alors qu'on est complètement dans le rire, on est très attendri par cet enfant, et on monte vraiment en pression jusqu'à ce moment complètement absurde où finalement il atterrit sur les fesses, il fait boum et tout va bien, quoi. C'est quand même... Je sais pas comment est-ce que c'est arrivé. Est-ce que c'était écrit comme ça ? Oui, c'était écrit comme ça, mais Truffaut écrit, disons, assez succinctement, pas sous forme de description détaillée, mais sous forme de récit. Hein, c'est-à-dire, c'est assez littéraire en général, ces scénarios. Ça raconte les choses comme... Voilà, on prendrait ça, on se dirait bon, on l'écrit, mais on l'écrit pas cinématographiquement. On écrit en récit, en essayant de retrouver les impressions que ça donne, justement les impressions de le moment où la sauce monte. C'est-à-dire là, cinématographiquement, par exemple, c'est très net. Le moment où la sauce monte, c'est quand il y a des gens qui regardent d'en bas et qui ne disent rien. Ils disaient des choses, genre regardez, tout ça, on a tout enlevé.
on a gardé ce premier monsieur, puis deux dames arrivent et juste il lève le doigt pour montrer là-haut. C'est ça qui installe l'attention. Ça, c'est une méthode très. C'est là qu'on voit le Truffaut, Hitchcock à l'œuvre chez Truffaut. Hein. C'est tout à fait net que c'est l'image qui parle et que la parole est assez secondaire. Sinon, là, il y a une autre parole tout à fait extraordinaire qui est musicale, donc qui est la voix de cet enfant. Que ça, la plupart, il y a quelques sons directs, mais la plupart, c'est des sons qui ont été refaits après ce petit garçon là, qui est dans l'appartement avec sa mère. C'est des sons directs. Hein, t'as pris le pain et tout ça, oui, non, tout ça, c'est du son direct. Et après, c'est des kilomètres de son seul enregistré avec cet enfant, en le faisant un peu comme si ils l'ont fait après le tournage, comme si l'enfant racontait un petit peu ce qui s'est passé avec le chat. Alors donc, il reparlait au chat, Timinou et tout ça. Tout ça, c'est du faux synchrone. Hein. C'est des sons ajoutés qu'on a donc autant cuisiné, qu'on a cuisiné les plans de l'image pour dramatiser, et puis donc arriver à ce que je pense qui est le tournant absolu, qui est les regardeurs muets, hein, qui est vraiment le signe que ça va vraiment envenimer tout ça. Sinon, effectivement, on est dans le jeu tout à fait, et c'est pour ça que je disais cinéma de sadique au début, parce qu'on n'arrêtait pas de rigoler avec Truffaut en montant ce truc-là, c'est-à-dire en se disant comment est-ce qu'on peut empirer un petit peu la sauce, c'est-à-dire faire un peu plus souffrir le spectateur, et se dire, non, il va quand même pas faire ça. Donc on prend la prise, effectivement, où il pousse pas tout de suite le chat, mais où il le pousse un petit peu en retard, enfin, on espèce à chaque fois d'amplifier l'attente dans cette idée que je viens de dire, c'est-à-dire on se dit non, pas, quand même pas ça, etc. Voilà. Donc c'est vraiment du cinéma de sadique. Et le gros plaisir, c'est effectivement le charme de la voix de l'enfant et du chat, et les miaou du chat, etc. Alors c'est monté assez... C'est très discret. Moi, franchement, je suis content, je remercie Truffaut de m'avoir donné à monter une séquence Hitchcockienne, parce que je pense que c'est de tous ces films, la séquence qui est la plus pure en image, même s'il y a cet ajout dont Hitchcock ne se sert pas de la même façon, parce que lui, c'est de la musique. C'est Bernard Herrmann qui fait le chat et qui fait le petit garçon dans une séquence d'Hitchcock, alors que là, le goût de Truffaut pour la présence physique et tout ça, et son goût extraordinaire pour les enfants. Par exemple, c'est une personne que je n'ai jamais vue parler à un enfant comme si c'était un personnage gâteux. Il parle aux enfants comme il parle à vous et à moi. C'est-à-dire, c'est totalement des rapports absolument normaux. Il commence par leur dire vous, puis il leur dit tu quand les liens se créent, mais jamais il n'y a avec ce tu condescendant qu'on emploie systématiquement à chaque fois qu'on parle à un enfant, comme si c'était une personne irrespectable. Voilà, tout ça fabrique un goût véritable pour l'intérieur, le physique, la musique de la voix, etc. des enfants, autant d'ailleurs que des chats. Je ne crois pas que c'était beaucoup un amateur de chats, mais le fait qu'un enfant s'attache à un chat fait que lui s'attache d'autant plus à l'enfant. Mais tout à l'heure, on a fini donc en parlant du jeu. Alors là, c'est une séquence qui se prête quand même à cette question. Parce que, premièrement, alors il y a le jeu du fait que, bon, tout l'argent de poche est un film sur les enfants, sur la présence constante des enfants et sur comment ils inventent un monde totalement libéré de toute la présence des adultes, comment ils inventent constamment. Et même dans cette séquence, je trouve ça... voilà, il y a premièrement les différentes matières, en sachant que quand le petit est à l'image, on a l'impression que c'est lui qui a pris le contrôle de tout, tandis que quand on est avec les adultes, on est dans des cadres plus carrés. Et j'ai l'impression que même au niveau du montage, il y a cet amusement, cette volonté de créer. Par exemple, moi, quelque chose qui me fait beaucoup rire, c'est le raccord regard du chat qui jette un coup d'œil au-dessus de la balustrade, qui voit le truc et qui va se planquer. Et comment est-ce que vous avez eu le plaisir de monter une séquence pareille? Comment est-ce que vous abordez ça? On voit bien le tournant, effectivement, c'est je sais plus quel est le terme, quand on prend un animal et qu'on lui met des sentiments humains, c'est de passer du pardon, là. Non, il y a un terme précis pour quand on... Anthropomorphisme, voilà, c'est ça. On a un raccord anthropomorphique, effectivement. Donc, et c'est aussi pour dégager le personnage du petit garçon. C'est-à-dire que ce ne soit comme si tout d'un coup, ça n'était plus le sujet central. Donc on déporte, on anthropomorphise le chat. C'est lui qui regarde. Il y a un plan du bas, et ça n'est pas vu par le petit garçon, c'est vu par le chat. Donc c'est le chat qui devient, disons, le sujet principal. Et du coup, on dégage un petit peu d'atmosphère sur le petit garçon, comme s'il était moins en danger, que c'est le chat qui est en danger. Or, effectivement, on retourne, la crêpe est retournée, parce qu'on voit bien qu'à partir du moment où il passe la barrière en rigolant, c'est lui qui va se retrouver à nouveau en danger. Donc je pense que tous ces tournants-là sont extrêmement calculés. On s'est beaucoup amusé à en faire le maximum, à amplifier. Donc, voilà encore une amplification
via une déviation, hein, qui est tout à fait un travail hitchcockien, c'est-à-dire de distraire à un moment. Il y a deux choses formidables, moi, que j'espère que vous avez lu tous et appris par cœur le Hitchcock-Truffaut, qui est vraiment le moment de retarder le plan large, ce qui est une erreur des cinéastes un petit peu tâcherons, c'est de mettre le plan large au début d'une séquence pour qu'on comprenne bien où tout le monde est. Et la version hitchcockienne et truffeldienne, bien sûr, c'est de trouver le moment où le plan large doit intervenir. Tout ça, ce qui est absolument capital dans les films pour dramatiser et même pour le simple plaisir, c'est-à-dire d'être d'abord avec des gens, puis après dans la géographie, et non pas de définir une géographie qui va dicter sa loi à tout le reste de la séquence. Voilà. Je me suis encore une fois un peu perdu en route. Mais voilà, par rapport à cette séquence en particulier, vous... comment est-ce que, par exemple, quand vous arrivez avec une matière donc aussi hétéroclite, avec des plans qui sont des plans vivants d'un petit garçon et des plans qui sont des plans beaucoup plus, disons, travaillés, resserrés, de situation, comment est-ce que vous, par exemple, sur ces séquences, vous avez pris en charge ça et comment est-ce que vous arrivez à donner ce sentiment de plaisir du montage? Bon, alors d'abord, les plans ne sont pas du tout hasardeux. Ce n'est pas un matériel hétéroclite, c'est très pensé au niveau de cadre et d'axe, etc. Hein. Mais comme on peut le voir au grain de la pellicule qui monte, il y a pas mal de plans qui sont resserrés, hein, qui sont cadrés, resserrés de façon à ce qu'on puisse avoir le chat qui tombe, puis le chat qui tombe en un peu plus serré, qui est tombé, je veux dire, sur la petite margelle un peu plus serrée, etc. Il y a énormément, Truffaut adorait recadrer les plans et tout ça. Aujourd'hui, c'est la seule chose qu'il aurait aimé dans le numérique, c'est effectivement qu'on peut truquer, recadrer, etc., inverser les mouvements. Il y a beaucoup de choses comme ça dans ces films, de mouvements arrière, etc., et de recadrage. Donc voilà, à partir quand même d'une grammaire tout à fait bien établie, hein, encore une fois, c'est très Hitchcockien, le découpage est très storyboard. Il ne storyboardait jamais avant, mais il avait en tête une storyboardisation, enfin en tout cas un désir d'axe et de grosseur précis, et de moments où la séquence tournait, etc. Enfin, le grand exemple, comme je le disais tout à l'heure, étant à quel moment on doit voir les gens d'en bas, hein, ce qui est le tournant capital. Voilà. Donc ça n'est pas très hétéroclite, c'est très grammaticalement prévu. Simplement, cette cuisine-là, si on la monte exactement comme elle a été prévue, je dirais, ça crée quelque chose d'un petit peu raide, voilà, quelque chose d'un petit peu grammatical. Comme on peut le voir d'ailleurs dans certains films d'Hitchcock, peut-être quelquefois moins. Il arrive dans l'Hitchcock, je ne sais pas si ça vous arrive, de dire, voilà, on voit comment c'est très adroit, mais on voit la grammaire se dessiner et tout ça. Donc, comme Truffaut est de la page blanche à la pellicule cinématographique et aux images et au son, extrêmement soucieux que de la vie reprenne, puisque d'une certaine façon, quelque chose se perd entre la littérature et le cinéma, qui ne serait qu'une description, qu'une traduction première et primaire de la littérature. Il s'agit de refabriquer du vivant à l'intérieur de ça. Donc on triche, donc on met d'abord un son tout à fait charmant qui décale un peu l'histoire du danger, et puis on joue un petit peu avec les axes, on est un peu maladroit avec certaines choses, on monte bien par exemple le pantin trop long, pour que, malgré le sadisme de la séquence, on voit bien qu'il y a un pantin qui est jeté de la fenêtre. Tout ça est tout à fait volontaire, hein, bien évidemment. Hein. On n'essaie pas de se dire, oh là là, oui, on croit vraiment que c'est le petit. Non, pas du tout. Le plan est 12 images plus long pour qu'on voit bien que le machin, il fait hop, comme ça, comme un truc en paille trop léger. Voilà. Moi, je voulais me parler de la structure aussi par rapport à L'argent de poche, parce que du coup, c'est un film qui est narrativement, enfin, qui peut être très déconstruit au niveau de la narration, puisqu'on passe d'enfant en enfant. Je voulais savoir un peu comment est-ce que vous avez suivi de manière assez maniaque, disons, une évolution scénaristique de base, ou est-ce que vous avez beaucoup joué sur les Non, séquences? on a pas mal changé le scénario. L'idée, c'est que tout ça, ce sont des jeux d'enfants et des points de vue d'enfants assez divers, et des histoires d'enfants assez diverses. Tout ça se mettait en place. En fond, l'important fil narratif était l'enfant malheureux du groupe, hein, celui qui est maltraité par ses parents, qui habite dans une cabane en bois, qui est le petit pauvre et tout ça, qui est foutu à la porte de l'école, qui arrive à l'école avant tout le monde, si bien qu'il dort devant la porte de l'école parce qu'il s'est fait jeter de chez lui à 5h du matin, voire la veille à 10h du soir, etc. Donc ce qu'il fallait orchestrer surtout, c'était le moment où arrivait
le malheur de ce jeune homme. Tout était un petit peu en fonction de ça. Et à l'intérieur des sketchs, ça s'est pas mal baladé. Il y a même un sketch qui est l'histoire, je ne sais pas si vous avez vu le film, du petit garçon qui se fait couper les cheveux par ses petits copains pas coiffeurs et qui donc arrive avec des épis dans tous les sens pour garder les 20 balles qui auraient été données au coiffeur. Ça a été reconstruit en flashback, ça, parce que en continu, c'était pas très rigolo, cette histoire de coiffeur. Il se faisait couper les cheveux et puis après, son père découvrait l'affaire. Donc on a balancé tout de suite le père qui découvre les cheveux mal coupés, puis après on a mis le reste en flashback. D'ailleurs, c'est pas une idée à moi du tout, mais peu importe d'ailleurs, il a mis le reste en flashback, ce qui fait que c'était plus... le jeu, encore une fois, parce qu'on a beaucoup prononcé le mot jeu, et bien sûr, encore plus dans un film sur les enfants, le jeu avec le montage, avec la narration, c'était plus riche, voilà, en tordant un petit peu les choses, en s'amusant avec ce que peut deviner le spectateur, etc. On continue, c'était assez banal, c'était juste drôle parce qu'un môme gardait 20 balles en se faisant couper les cheveux par ses copains, mais en flashback, c'était plus rigolo parce que tout était lu par la fureur du père Furax d'avoir vu son enfant dont les cheveux étaient mal coupés. Voilà, des choses comme ça, des petits trafics comme ça qui déportaient un peu, tout comme je disais à un moment qu'on anthropomorphise le chat à un moment pour dévier l'attention du sujet principal qui est le petit garçon. Là, c'est pareil, on déporte le regard pour une fois, contrairement à ce que vous disiez par exemple tout à l'heure, qui n'est pas faux dans le reste du film, mais on déporte l'attention sur un parent. Et puis on revient aux enfants par le biais du regard offensé qu'ont les parents sur l'enfant qui a piqué 20 balles pour se faire couper les cheveux par un petit copain. Voilà. Alors il y a une autre question, c'est quand même, voilà, vous parliez du fait que tout est, la deuxième partie de l'extrait est quasiment montée sans son direct, que voilà, ça a été du bidouillage, du traficage. Mais donc c'est vous qui à l'époque faisiez le montage image et le montage son. Oui, bien sûr. Enfin, quand on parle du montage son, moi, le montage image pour moi, c'est le montage image, le montage son et le montage musique. Parce que la musique crée un rythme tout à fait différent. Et si on ne monte pas les musiques pendant le montage image, c'est dangereux parce qu'il y a un changement de rythme du film et donc c'est un petit peu dangereux. Cela dit, avec Truffaut, on ne les avait pas toujours à temps, les musiques. Donc souvent, on montait des musiques qu'il aimait bien. Et puis en fait, le musicien, assez souvent, faisait une espèce de pastiche, disons, de cette musique avec son rythme. Bon, voilà. Donc on avait quand même la rythmique de la musique désirée. Bon, mais enfin, en tout cas, et quand je dis l'image et le son, ça pouvait être aussi, dans ce cas-là, comme des sons seuls, hein, c'est-à-dire un montage son. Mais ce qu'on appelle le montage son aujourd'hui, c'est plus les ambiances, les bruitages, etc. Mais disons ce que moi j'appelle le montage son, enfin le montage direct, c'est, même si ce ne sont pas des sons directs, mais des sons seuls, le montage où l'image et le son se marient, ou bien d'ailleurs se différencient légèrement, enfin, en tout cas qui crée une totalité qui est entièrement narrative. Hein, voilà. Donc oui, ce montage son-là, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, dans les sons directs, j'inclus un certain nombre de sons de certaines prises dont les images ne sont pas montées, mais dont les sons servent à enrichir des séquences par du off ou même par des bouts d'ambiance, de plans qui ont été tournés, qui auraient pu être montés, mais dont on sent que le son direct, même si sans parole, hein, même une ambiance, je veux dire encore une fois, ou même des bruits du lieu où ça a été tourné, peuvent enrichir, plutôt que d'appliquer des ambiances enregistrées en longueur et qui sont assez banales, ambiance ville, rumeur, ambiance je sais pas quoi, on met des plans qui ont existé, des bouts de plans, de sons de plans qui ont existé et qui ne sont pas montés. Ce qui fait que, alors évidemment, c'est peut-être une coquetterie du monteur ou du réalisateur de se dire tout ça, c'est vrai que ça a été tourné dans l'endroit, mais quand même ça crée quelque chose d'assez particulier parce qu'encore une fois, un son direct est d'une certaine façon plus vivant qu'un son seul d'ambiance ou de quelque chose comme ça. C'est-à-dire, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Hein. S'il y a eu la tension du tournage, la tension du tournage pendant le filmage d'un plan, le son aussi comporte cette tension. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous continuez à gérer ce que vous appelez les montages son ou les directs, ou est-ce que cette donne a changé depuis les années 80 ?
Ce qui a changé, c'est que la technique a totalement progressé. Comme disait Renoir, tout progrès fait reculer l'humanité. Donc effectivement, on a des montages son extrêmement compliqués avec 375 potards et des choses comme ça, des plateaux, des auditoriums dans lesquels on n'a pas le droit d'entrer parce que c'est planète interdite et il y a tellement de boutons que de toute façon on peut rien y comprendre. Donc nous, on s'est dit, là, je suis en train de commenter le dernier Pascal Thomas, et on s'est dit, on va interdire aux monteur son de monter plus de 6 bandes, parce que nous, on avait à peu près 6 bandes son au mixage dans les années de vieux schnock à pellicule et tout ça. Et donc, on s'est dit, plutôt que d'avoir 37 bandes et des machins qui défilent avec 64, 128 pistes et tout ça, on va faire simple, on va dire, voilà, il y a besoin de quoi? Une ambiance du bar d'à côté, une musique, de 2 pistes pour les paroles, et puis voilà. Bon, donc de simplifier le truc. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que la multiplicité, la perfection, la prétendue perfection de la technique crée une multiplication quantitative. Cette multiplication quantitative fait qu'on s'empêche ou qu'on risque de s'empêcher d'être sur l'essentiel, c'est-à-dire de mettre des jolies ambiances, d'en mettre une, puis d'en mettre deux, parce que quand il y en a deux, voilà. Bref, on fait un disque musical, ce qui est tout à fait beau, mais qui quelquefois sort un petit peu les films de la narration pour faire du joli. J'ai dit du beau, mais en fait, je pense du joli. Joli, pour moi, est un terme totalement négatif, c'est-à-dire il répond à quelque chose de faire du joli, de décorer, mais il n'y a pas besoin de décorer. Ce qu'il faut, c'est narrativer, c'est tout. Moi, ça me donne envie de passer à Stévenin, mais je ne sais pas si... Peut-être. Oui, parce que le son, là, on va avoir quelque chose d'autre. On va avoir un metteur en scène qui est véritablement un des rares metteurs en scène sonores. C'est une denrée rare, c'est quelque chose de très particulier. C'est-à-dire on n'est pas du tout dans le joli, mais là, pour le son narratif, et le son narratif indirect, on est dans quelque chose de très très riche. Donc vous avez monté 2 films de Jean-François Stévenin, dont Passe-Montagne, dont on va passer un extrait, qui est un film qui est sorti en 78, toujours en 35 mm. Voilà, je vais peut-être mettre encore un petit résumé du film pour mettre en contexte. Donc on montre une scène qui est dans le premier quart d'heure, non, première demi-heure peut-être. C'est l'histoire de Serge qui fait la rencontre de Georges sur une autoroute. C'est une amitié qui se lie. Serge lui parle de sa quête qui est de construire un oiseau de bois pour explorer la vallée de la Combe magique qui est dans le Jura. Voilà, je vous laisse découvrir l'extrait. C'est vrai, c'est renversant, c'est pas un film comme les autres, on voit bien. Je me demande, ces parents, ceux qui n'ont pas vu le film, je me demande ce qu'ils voient en voyant un extrait comme ça. Non, parce qu'on est tellement dans un monde autre. Voilà. Parce que c'est un film dont vous parlez beaucoup, parce que c'est une expérience vraiment qui a été particulière pour vous et qui a disons, lancé une certaine pratique du montage. Peut-être vous pouvez nous parler de cette première collaboration avec... Oui, d'autant plus que là, c'est le premier film où c'est pas seulement une expérience de montage, qui est tout à fait exceptionnelle d'ailleurs, comme je vais vous le dire, mais c'est aussi un film que j'ai vécu de A à Z. C'est avec ce gars qui est devenu mon ami, mon meilleur ami, comme on dit entre guillemets, ou quelque chose comme ça, puisque j'ai participé à ce film de la fin du scénario jusqu'à la sortie, à toutes les étapes, et dont le tournage, sur lequel je n'ai pas été véritablement, mais dont j'ai été un espèce de pivot, mais extérieur, à soutenir tout ça de l'extérieur, comme je le raconte dans un magnifique roman qui s'appelle Le point de vue du lapin, qui relate un peu cette expérience justement totale, et donc qui est venue après Truffaut, et un autre cinéaste avec lequel j'ai travaillé, que j'ai adoré, qui s'appelle Dusan Makaveyev, que vous ne connaissez peut-être pas, dont j'ai monté un film qui s'appelle Sweet Movie, que je vous conseille de chercher à voir. Et non pas parce que je l'ai monté, mais parce que c'est un cinéaste tout à fait exceptionnel. Et donc je tombe sur Stévenin, en sortant de l'argent de poche d'ailleurs, puisqu'il y jouait l'instituteur, en son premier rôle vraiment magnifique au cinéma. Et donc il nous emmène dans le Jura, et voilà. Donc je participe à ce film de A à Z. Ce film qui est vraiment tout à fait particulier dans la narration, comme je le disais tout à l'heure, et on le voit bien là avec cette histoire de glaçon qui sert de glaçon pour rafraîchir le vin blanc sec, et qui n'ont pas fait, ça sort pas du frigidaire, mais ça sort de la montagne, puisqu'il y a un gars qui apporte un glaçon dans un thermos. Ça dit bien l'esprit tortueux et délicieusement réel dans lequel se situent les films de Jean-François, c'est-à-dire quelque chose d'assez inattendu, mais on se dit mais pourquoi on ne vit pas comme ça tous les jours? Pourquoi on ne rafraîchit pas son blanc avec des stalactites? C'est vraiment dommage, c'est tellement meilleur que les glaçons formatés du frigidaire. Voilà, c'est des choses comme ça. C'est pour ça que je me demandais comment ceux
qui n'ont pas vu le film ressentent une chose comme ça, alors qu'à l'intérieur du film, tout est, disons, de cette eau-là, autant l'accent des Jurassiens que les sons de la montagne, que la narration assez tordue de Jean-François, qui n'est jamais explicite, mais toujours un petit peu en biais, de façon à ce qu'on ne sache pas exactement sur quel pied danser, et ce qui est d'ailleurs très exactement le propos du film, puisque c'est ce qu'il appelait l'histoire de deux personnes qui marchent vers la quarantaine à reculons. Quelque chose qui est voilà, quelque chose qui est en plein dans la vie, mais la vie n'est pas exactement tracée, ou du moins que si elle est tracée, il faudrait la détracer. Alors peut-être on a ici le point de vue du lapin, et il y a un extrait qui m'a semblé, en le lisant, tout à fait en réponse à ce qu'on vient de voir. C'était alors en fait non, c'était pas là. Bon, non, mais c'est-à-dire qu'il y a une chose extrêmement importante dans ce film, c'est que Jean-François Thévenin parle réellement de glissement, c'est-à-dire que lui, comme ce que vous dites depuis le début, c'est qu'il faut essayer de faire disparaître le cinéma, les effets scénaristiques, tout ça. Et réellement, le film de Stévin procède comme une série de glissements dans lequel on dévie insensiblement. Comment et par exemple, est-ce que vous pouvez nous parler de la manière dont ça s'est fait, tout autant au stade du scénario qu'au stade du montage? Comment est-ce que vous... Alors, d'abord, on peut faire une petite différence, parce que quand même, Truffaut, on voit bien que les moyens du cinéma, ça ne le gêne pas de les montrer. Hein. Cette grammaire hitchcockienne et tout ça, ça lui fait tout à fait plaisir de le montrer. Après, avec Piala, on revient à on évolue, enfin, on change pour quelque chose de beaucoup plus brut, hein, dont l'idée n'est pas disons, une continuité scénaristique, mais une continuité émotive. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut faire des grands trous dans le scénario, comme je le disais tout à l'heure, mais quand on retrouve le personnage un mois après, ou une seconde après, ou 6 heures après, quelque chose sur son visage se lit qui remplace la narration cinématographique, parce qu'on devine l'état qui a changé par le personnage. Chez Truffaut, c'est plutôt pareil. Justement, lui, il use des charnières cinématographiques. Alors, chez Sténin, on rentre chez quelque chose d'un stade encore plus complexe, disons. C'est qu'on n'essaye surtout pas d'expliquer, on essaye d'induire qu'il va se passer quelque chose, à coup de, et très particulièrement et très souvent, à coup de son. C'est-à-dire, il y a une longue séquence où ils font un coq au vin. Donc, les étapes de cuisson de la coq au vin sonore définissent tout à fait l'état d'âme dans lequel ils sont. Villeray s'écarte pour aller lire un bout de livre sur une espèce de grabat dans la cabane, une espèce de scierie là, de Stévenin. Enfin, à chaque fois, on essaye de définir des moments purement, oui, je dirais purement émotifs, hein, purement sensuels. C'est-à-dire, et d'ailleurs, à un moment, Villeray Stévenin se lève, fout un bout de pain dans le coq au vin pour voir s'il est cuit et le goûte. On est toujours dans... C'est beaucoup... Voilà, mais c'est un cinéma culinaire, voilà, très exactement. C'est ce qu'on peut dire. Alors que Piala, on est dans un cinéma de la pulsation. Dans Truffaut, quelque chose de très narratif, mais qui essaye de faire vivre sans arrêt. Et c'est bien pour ça qu'il tourne avec des enfants, par exemple, dans le film dont on a montré un extrait tout à l'heure. Chez Sténin, c'est beaucoup plus de biais et beaucoup plus par derrière. On essaye de fabriquer de la narration à coup de hasard sonore, à coup de hasard de rencontre, à coup de brusquerie. Là, ils vont tomber tous les deux chez des montagnards, des gens tout à fait sympathiques au premier abord et avec qui ils vont s'engueuler. Enfin, voilà, de créer des situations qui biaisent tout le temps ce qu'on peut en attendre. Et dont le but n'est pas une narration directe, une explication directe, ni psychologique, ni factuelle de l'histoire, mais plutôt de traiter le moment comme quelque chose d'absolument privilégié. Oui, on avait, en cherchant une séquence qui pouvait représenter tout ça, on avait évoqué le mot jazz. On avait l'impression que c'était aussi ça, une composition où on va se perdre dans une rythmique et pour autant ça va créer un sens vraiment dans la globalité, quoi. Oui, c'est exactement du jazz. D'ailleurs, il y a une très belle interview de Stévenin dans un livre d'un gars qui s'appelle Gilles Mouelik, qui est un fanatique de jazz, et où effectivement il parle. Il y a 2 chapitres très passionnants. Gilles Mouelik, oui, ça. Un sur le cinéma de Rosier et le jazz, et un sur le cinéma de Stévenin et le jazz. C'est vrai que cette espèce de cinéma qui tente à une sorte d'improvisation. Et voilà, c'est quelque chose qui, chez ces 2 cinéastes, par exemple, je ne sais pas assez peu de cinéastes, est très, très prégnant. Hein.
Mais même, vous parliez de cette question de sensualité. Moi, alors, le film raconte l'histoire d'un type qui vient. À l'origine, ça devait être une histoire de kidnapping d'un présentateur TV qui se fait kidnapper par un type qui vit dans le Jura, et puis finalement il se sent bien. Enfin voilà, le kidnapping, ce sera pour le film d'après, Double Messieurs. Mais il y a quand même cette idée d'une sorte de retour dans une nature qui réouvre les sens, qui permet un autre rapport à la vie. Voilà. Et ce que je trouve est très 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 beau dans ce film, c'est qu'il y a une sorte de sensualité constante dans autant des corps et de la manière dont ils bougent que des sons qui sont totalement, par moments totalement hallucinants dans cette séquence-là. Par exemple, est-ce que vous pouvez, voilà, comment est-ce que vous avez travaillé ce retour à la sensualité, aux textures, plutôt qu'à l'histoire? Alors, d'abord, c'est vrai, vous avez raison sur le fait de découvrir, enfin, je ne sais pas comment vous l'avez dit, mais ce que je vois, c'est que c'est comme quand on tombe amoureux de quelqu'un et on l'emmène dans les endroits qu'on aime. Il se passe quelque chose comme ça. Ce n'est pas une histoire d'amour homosexuel, mais c'est une histoire d'amour quand même, Passe-Montagne. C'est une histoire de coup de foudre entre deux personnes à peu près du même âge qui ont des préoccupations un peu similaires. On voit bien qu'ils sont tous les deux mariés et pas tout à fait à l'aise dans leur mariage. Enfin, il y a comme ça des espèces de points communs, de rencontres, de moments de vie qui fait que, entre guillemets, ils tombent amoureux. Et que Stévenin emmène Villeray dans son haut pays, c'est-à-dire dans le Jura plus enneigé, avec des bûcherons un petit peu sauvages comme ça, comme si, voilà, quand on tombe amoureux quand on est un homme, quand on tombe amoureux d'une femme, quand on est n'importe qui, et qu'on tombe amoureux de n'importe qui, on l'emmène à son musée préféré. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Et c'est vrai que ça se passe beaucoup par les sons de la voiture, par exemple, pour vous donner une idée de ce que c'est que d'emmener quelqu'un par amour. Le son de la voiture qui emmène Stévenin et Villeray dans le Jura, puisqu'ils décident d'y monter en voiture dans la haute montagne, finalement, c'est un son de flûte. C'est-à-dire qu'on a un plan très très large de la petite voiture qui monte dans les forêts, vue de très haut, comme ça, en contre-plongée. Et le son qu'on a mis, c'est pas un son de moteur qui fait... C'est comme ça. Et voilà, donc c'est exactement l'image de cette transformation cinématographique dont je parlais tout à l'heure, que Jean-François est un véritable narrateur sonore. Voilà, ce genre de choses. Et puis après, tout le reste dans la montagne, et aussi, ils sont dans un hôtel pour une petite auberge normale, et tout ce qui leur parvient comme son, c'est les soifards qui hurlent dans le bar d'à côté. Donc c'est une espèce de musique assez âpre comme ça. Tout est traité, et les gens nous disaient dans les premières projections de temps en temps, mais on ne comprend pas ce qu'ils disent, les Jurassiens. Et nous, on s'efforçait de mettre tout ce qu'il y avait de moins compréhensible, parce que les espèces de vagues de bouffées qui venaient du bar, comme les mots qu'ils disent de temps en temps. Par exemple, l'autre, il prend un type par le callback, il dit tu t'es rasé avec une tranche de pâté, mais personne ne comprendra jamais ça. Mais dans le film, ils sont là, tu t'es rasé avec une tranche de pâté. Ça, c'est de la musique. Et donc, tout l'univers de Stévenin est fabriqué comme ça. Et c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Enfin, pour moi, en tout cas, qui suis tombé totalement amoureux de ce pays. Oui, juste pour continuer sur cette idée du son, parce que là, moi, voilà, dans cette séquence que je trouve très étonnante, c'est qu'on part dans une séquence donc, où il y a deux personnages qui sont dans une arrivée, et puis un troisième personnage débarque dans une sorte de hurlement, d'ailleurs, absolument incompréhensible, qui est même pas... voilà, et pourtant, ça se termine dans une sorte de moment de mélancolie. Et il y a une utilisation de la musique qui est celle de Philippe Sard de Barocco. Et voilà, moi, c'est une question peut-être très, très idiote, mais je me suis demandé pendant le film pourquoi avoir utilisé cette musique-là. Alors ça a été une affaire très compliquée. Alors d'abord, juste pour reparler de la séquence, effectivement, il y a une espèce en fait, il y a deux communions. Après une discussion, on voit bien qu'il y a 3 bouteilles de Bordeaux entièrement vides sur la table, plus une demi-bouteille de blanc entamé. Ça fait quand même beaucoup pour 2 personnes, donc ils sont vraiment totalement bourrés. Si on voyait le film un tout petit peu en amont, on verrait effectivement la fin du dîner, ça commence un tout petit peu avant. Et puis là, donc ça s'envenime, disons, on en vient aux grandes discussions philosophiques, l'asymptote, la vie ratée, passer à côté de tout, etc. Alors qu'ils sont en train de passer à côté de rien du tout, puisqu'ils sont en train de devenir des amis un peu plus sérieusement que cette espèce de faux kidnapping où Jean-François l'a chopé sur l'autoroute parce que sa voiture marchait pas bien et qu'il l'a amené dans son espèce de garage Syrie. Donc quelque chose se crée là, d'assez fort, une espèce de communion. Comme bien évidemment,
il faut faire les choses de biais, toujours pour Stevenin, au moment où ça va communier et où il pourrait se dire des choses plus importantes, voire plus sérieuses. Arrive un gueulard qui vient de l'extérieur, qui est un copain de Stevenin, qui amène un glaçon comme si c'était une pièce d'or, qui lui file d'abord un espèce de paquet. On se demande s'ils ne se font pas du trafic. Enfin voilà, tout ça est très calculé par Stevenin pour que ça ait l'air d'être un scénario où ça va être une histoire de passage de drogue par la Suisse et tout ça, mais non, mais ça n'a aucune importance. Il lui file un paquet, l'autre le met sous sa banquette et ça n'aura plus aucune valeur. C'est une espèce de moquerie, disons, de l'outre-scénarisation de films qui seraient des polars ou des faux polars, etc. Bon, et puis donc il y a cette interruption, et puis il s'avère que ce bonhomme gueulard, et qui est très fatigant, qui parle des clutcheurs, on ne sait même pas ce que c'est, d'une espèce d'agression qui aurait eu lieu, donc il y a une chose qu'on voit dans le film avant, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est assez compliqué. Et grâce à ce glaçon, qui est donc, comme je le disais tout à l'heure, mieux que celui du frigidaire, se crée une seconde communion à coup de vin blanc et de la grande nostalgie, puisque la scène finit par j'arrive pas à voir que j'ai déjà 40 berges. Voilà. Ce que je disais tout à l'heure, une des problématiques, enfin un des sujets du film de Jean-François qu'il racontait en disant ces deux gars qui avance vers la quarantaine à reculons. Voilà. Donc une seconde communion avec un type qui semblerait pouvoir être un trouble-fête et qui ne s'avère pas du tout être un trouble-fête. Tout le monde est capable de se mettre dans le creuset d'une sorte de communion humaine. Voilà. Mais il faut d'abord qu'il y ait eu agression possible ou une drague relativement bizarre que Jean-François opère sur Villeray à la station-service, là, que vous n'avez pas vu, mais c'est toujours... On n'est pas très sûr de savoir s'il veut l'emmener pour le foutre, pour le pousser de la falaise ou voilà, ou pour lui réparer sa voiture. Voilà. Moi, je voulais savoir, j'arrive pas trop à me rendre compte de ce que vous avez pu recevoir comme matière, parce que ça paraît assez improvisé, ça paraît assez pris sur le vif, et pour autant, des fois, on a des plans plus longs. Enfin voilà, je me demande comment ça a été découpé. Oui, alors je parlais beaucoup d'ailleurs de plan séquence, parce que c'est vrai que il y en a beaucoup eu chez les cinéastes avec qui j'ai travaillé. Alors, par exemple, juste pour un petit retour en arrière, sur Truffaut, en général, il y a alternance entre des séquences très découpées, très classiques pour découper, des champs contre champs, et des plans séquences. Dans la mesure où Truffaut avait vraiment très intelligemment intégré le fait qu'un film n'a pas de respirer de façon homogène, de façon permanente. C'est-à-dire, ou à moins que ce soit son sujet, encore une fois, que le film soit un combat de champ contre champ et qu'il soit tout en champ contre champ pendant 2 heures. C'est très possible, mais Truffaut alternait des séquences découpées en chant contre chant, ou en chant et plusieurs contre chants, évidemment, avec des plans séquences qui faisaient office de respiration, très exactement comme dans les constructions musicales. Bon, puis là, c'est beaucoup plus varié. Ce sont aussi beaucoup des plans séquences, mais on ne s'empêche pas de les couper dans la mesure où, encore une fois, le souffle reste. Et Stevenin, aussi de la même façon, ne tourne, à part des séquences de tablés qui sont toujours obligatoirement tournées en chant contre chant, à moins d'employer la méthode ridiculement emmerdante des années 70, qui est les travelling en rond autour d'une tablée, qui est un truc soporifique, totalement terrifiant, que j'ai monté dans quelques films, où j'ai à chaque fois essayé de casser, parce que c'est vrai que c'est toujours là où les films s'endormaient gravement dans les années 70. Et donc, à part ça, il essaie de tourner toujours en plan séquence. Donc, je vous disais tout à l'heure, et je le répète sur les Stevenin, que le plan séquence a l'avantage énorme de garder un souffle permanent, et que même si on le coupe, quelque chose reste de sa respiration. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout pareil de faire le clap, de tourner un plan et de voir une porte qui s'ouvre et le mec qui dit salut, ça va, et puis de faire un clap, salut, ça va, et puis le mec rentre, et puis il y a une discussion d'une demi-heure avec le plan qui varie, avec les types avec qui il apparaît. On n'est pas du tout dans la même respiration. Un type qui rentre par une porte, qui dit salut, et dont on sait qu'on va lui couper la chic après en disant couper, il ne peut pas vivre de la même chose que s'il entre en disant salut et qu'il sait qu'il va parler à 12 personnes. C'est absolument impossible. Aussi doué soit l'acteur, c'est pas une question d'acteur, c'est une question à quoi on s'attend dans la vie. Si on s'attend dans le dos à ce que le metteur en scène hurle coupé, je veux dire, la vie est beaucoup moins riche, quelque chose comme ça. Donc, à force de faire toujours comme ça, le cinéma de Stevenin, encore une fois, même coupé, vit d'une façon temporelle très, très différente d'un film qui serait filmé au plan par plan. Or, les films de Stevenin sont très découpés, enfin relativement très découpés, en tout cas par rapport aux plans séquences initiaux. Mais ce qu'il essaye de créer, c'est une multiplication, non pas quantitative, mais une multiplication plus que de plans, de moments, des périodes filmées.
à savoir que dans chaque collure, nous, notre cri de guerre, d'une certaine façon, avec Stéphane, à chaque fois qu'on coupait quelque chose, qu'on enlevait quelque chose, c'était de se dire « Ah, ça y est, on en a pêché un gros ». À chaque fois qu'on coupe quelque chose, on se dit « Ça ajoute quelque chose ». Il ne s'agit pas de couper pour raccourcir, il s'agit de couper pour qu'on se dise, entre le moment qu'on a vu avant et le moment qu'on voit après, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Voilà. C'est ce qui fait qu'en gros, en 2 plans, on a 3 plans. Et pourquoi on peut avoir 3 plans ? Parce que justement, comme le plan a été tourné en totalité, il y a quelque chose qui persiste de son souffle général, de sa longueur, du fait qu'il est inaccompli, qu'on sent qu'il va vers quelque part et qu'à un moment, il est coupé. Donc cet inaccompli rebondit dans le moment sur lequel on retombe dans le plan d'après et crée comme ce qu'on appelle, quand on coupe un plan, il y a une post-image, et une post-image qui est une image signifiante, enfin une image où on pense qu'il s'est passé narrativement quelque chose. Par rapport en référence à ce que vous disiez, j'ai enfin retrouvé mon extrait que j'avais perdu comme une nouille. Alors, c'est Stévenin qui parle, et il parle de passe-montagne. Et il vous dit ceci, l'idée c'est de ne jamais briser l'émotion, par un plan de coupe, par un plan de découverte, par du blabla. Il n'y a pas une entrée ou une sortie de champ dans Passe-Montagne. Tu vois des films, ça me sidère toujours, où t'as un mec qui dit « On va au grenier, quick, la caméra saute à l'intérieur du grenier et la porte s'ouvre sur le même mec qui regarde et qui entre. » Moi je vois ça, je disjoncte. On doit être dans la respiration, faut pas qu'elle s'arrête, on reste dans le souffle. Je vois bien que la respiration passe au-delà de la coulure. Et c'est paradoxal, mais c'est l'élan du plan séquence qui respire. Et puis j'étaye les coupes de changement de son, de changement de rythme brusque. Dans le garage, je fais accélérer un moteur au point mort, mais à mort, la bagnole Queen, l'engin fait un vacarme énorme, la caisse n'en peut plus, et le Villeray souffle 1000 morts parce qu'il entend sa bagnole agoniser. Mais par rapport à cette idée de rythme, il y a cette idée de... Parce qu'il y a dans tout le film, et le film respire vachement ça, il y a cette idée donc que le rythme et l'intuition vont plus loin que justement une sorte de pensée construite, et que ce qui est important, c'est justement de sentir le truc cool, quand le film coule, quand le film paraît évident. Est-ce que vous recherchez ce moment où au bout d'un moment, c'est l'instinct qui vous dicte que c'est là où... Comment est-ce que ça arrive, ce moment où on sent que ça respire ? L'autre mot code, disons, de Jean-François, là, à part on en a pêché un gros poisson, là, en coupant, enfin, en coupant, on a ajouté, c'était que tout ait l'air d'arriver par hasard. Alors, tout son travail à lui, parce que je dois dire qu'en fait, c'est un film que j'ai monté, mais que j'ai assez peu monté. Parce que j'ai vu un réalisateur qui avait tourné des plans séquences et qui les découpait en tranches. Et au début, je ne comprenais pas très bien ce qu'il faisait. Je pensais qu'il était déçu par son tournage. Or, ce n'était pas une déception d'ordre... Les plans n'étaient pas entièrement achetés, mais le fait que, comme il tournait des plans extrêmement concerté, extrêmement conçu, c'est-à-dire qu'il partait d'un point A et arrivait à un point Z avec un trajet, etc. Lui, ayant fabriqué ces objets, disons, d'une façon un petit peu intentionnelle, enfin qui allait d'un point psychologique à un autre point psychologique, lui, il envoyait le déroulement. Or, tout ce qui l'intéresse au cinéma, on parlait plusieurs fois là, de gommer le cinéma, c'était justement que quelque chose arrive par hasard et par surprise. Mais dans un plan extrêmement dessiné, extrêmement bien conçu, aussi beau soit-il, de voir et de deviner le trajet du plan et de se dire que le spectateur peut à un moment se dire « Ah oui, d'accord, ça va arriver là ». Ce truc-là le foutait complètement en l'air, ce qui fait que oui, il était d'une certaine façon déçu par ces très beaux plans, très très bien foutus, très bien pensés, mais pas esthétiques. Hein. Quand je dis bien pensés, etc., je ne veux pas dire des beaux objets esthétiques, mais des objets quand même qui étaient déjà à un niveau d'aventure. Hein. C'est-à-dire un personnage qui change d'état, deux personnages qui changent d'état, ça va vers quelque part. Ça n'est pas que pour la beauté du geste, disons, que pour la beauté de la forme, hein, surtout pas. Mais néanmoins, comme au milieu de son plan, il sentait qu'on devinait où il allait arriver, et bien il commençait à enlever les tranches de tout ça pour essayer de dévier la résolution, de la faire attendre, ou quelquefois d'en faire attendre une autre. Voilà, c'est toute la cuisine de Stévenin, c'est l'histoire de la déviation. Hein, voilà. Après avoir monté ce film, il y a du temps qui est passé, puis vous avez fait un film qui s'appelle Le pays du chien qui chante, qui est un peu, qui m'a semblé être un peu un film de retour
sur les traces de Passe-Montagne, où on retrouve même des séquences de Passe-Montagne dedans. On va en montrer un extrait. C'est un film que vous avez réalisé. Peut-être vous pouvez nous en dire quelques mots. Alors moi j'ai toujours été obnubilé, totalement obnubilé par cette expérience avec Stevenin qui était totale. Je dirais qu'avec les autres gens, je n'ai fait que du montage, ce qui est déjà extraordinaire puisque c'est quand même la résultante de tout le montage. C'est là où on peut juger des décors, du scénario, du jeu d'acteur, bref, et surtout donner le point final à l'écriture du film. Donc c'est pain béni, c'est vraiment c'est vraiment l'arrivée extraordinaire de toute entreprise. Hein. Bon, mais avec Stevenin, le fait que j'ai vécu beaucoup plus que la période finale, mais la période totale, c'était resté dans ma tête, à tel point que je voulais faire pendant longtemps, après Passe-Montagne, je voulais faire un scénario qui soit l'inverse de La Nuit américaine, c'est-à-dire un film qui se passait un film sur un tournage, mais où on n'allait jamais sur le tournage, qui était tout ce qui gigote autour d'un tournage, c'est-à-dire toute l'énergie, ou la dépense d'énergie d'ailleurs inutile, puisqu'il y en a beaucoup évidemment qui ne sert à rien, autour d'un tournage, et non pas du tout la problématique de ce que c'est qu'un plateau de tournage, que ce que c'est que la création, que ce que c'est que, etc. Mais tout le merdier autour, j'allais dire, la recherche vaine des décors, les gens qui disent oui puis qui finissent par dire non, enfin tout ce truc qui fait que le film pourrait s'effondrer, voilà, c'est ça qui m'intéressait, pourrait s'effondrer d'un jour à l'autre. Les histoires d'amour des gars de l'équipe qui font que ça met en danger le tournage parce qu'ils viennent pas le jour, parce qu'ils sont avec leurs petites copines qu'ils ont découvert dans le film. Oui, il y a un peu de ça dans La Nuit américaine, mais La Nuit américaine, il y a quand même du plateau, il y a quand même les soucis du metteur en scène et tout ça. Moi, je voulais exclure totalement le metteur en scène, je voulais faire un film pour moi. Bref, le type qui gigote autour de tout ça. Pas du tout les problèmes du créateur, mais les problèmes factuels de tous les factotums autour qui gigotent et qui vont peut-être arriver à faire des choses totalement bénéfiques pour le film, mais la plupart du temps échouent à avoir un rendez-vous avec le gars important de la région, le maire ou je ne sais pas quoi. Voilà, toute cette salade autour qui fait que les films pourraient ne pas se faire. J'étais très intéressé par ça. Je me suis dit ça serait une bonne contre-nuit américaine, voilà, d'une certaine façon. Et puis ça me courait toujours sur le haricot. D'abord depuis les 40 ans, 38 ans, là, parce que je m'y suis mis 38 ans après, je ne pouvais pas passer une année sans voir Passe-Montagne, ça me rendait malade et tout ça, mais c'est quand même pour moi une espèce de bouquet de fleurs extraordinaire. Il n'y a qu'à voir la séquence là, à laquelle on ne comprend rien tellement c'est extraordinaire. Bon, et puis au lieu, bon, j'ai jamais réussi à écrire ce scénario, mais par contre, il y a 2 ans, il y a 3 ans maintenant, puisque le bouquin est paru il y a une petite année, je me suis mis à l'écrire. Et j'ai parlé avec Jean-François beaucoup, puisque le livre est à 2 voix. Il y a ce que je raconte sur ce que j'ai vécu dans le tournage et ce qui a été vécu autour, un peu ce que je raconte, là, le point de vue du lapin, le mec qui gigote autour du type qui crée. Et puis, il y a donc la moitié, un tiers du livre, qui sont des paroles de Jean-François, puisque Jean-François est un immense et passionnant radoteur et qui m'a raconté 78 fois les choses que je connaissais déjà, puisque je les avais vécues avec lui, tout comme pendant la préparation de Passe-Montagne. Et quand on repérait les lieux de tournage en voiture, il me racontait les scènes du film de façon différente à chaque fois, ce qui fait que le film se modifiait tous les jours et que la production s'arrachait les cheveux. Chose pour laquelle, effectivement, le film a failli passer à la poubelle à peu près tous les jours pendant les 6-8 mois de préparation qui ont précédé, que j'ai passé dans le Jura, essayer de raccommoder des bouts de ficelle, de trouver des camions, etc. Et donc, le pays du chien qui chante. Alors, le pays du chien, oui, parce que c'est plus simple pour moi, donc je raconte. Bon, donc, au lieu de... Oui, alors... parce que moi j'ai dévié sur le bouquin. Mais avant de faire le bouquin, 25 ans après Passe-Montagne, c'était pas donc 38 ans après, mais 25 ans après, j'étais tellement obnubilé par le film que j'ai quand même fini par écrire un film qui se passait là-bas. Et à peu près dans le film que j'ai fait, où j'ai dévié, disons, un peu le sujet Stevenin. C'est-à-dire, lui, il amène un espèce d'étranger, un Parisien, dans son pays, qui est le Jura. Moi, j'amenais 2 Japonais dans le Jura. Parce que entre-temps, j'étais tombé complètement red dingue du Japon et je ne lisais que des romans japonais, etc. Et donc l'idée de mélanger comme ça 2 pays fantasmatiques, un très réel qui est le Jura, physique, que j'avais vécu à l'aune de l'expérience de Passe-Montagne, et puis ce Japon totalement fantasmatique qui me fascinait. Je me suis dit que j'allais réunir ça avec effectivement la cuisine physique et mentale, ça allait créer un espèce de bonne ensemble. Donc j'ai écrit ce film qui s'appelle Le pays du chien qui chante. C'est l'histoire de 2 Japonais qui ont vu Passe-Montagne à Tokyo. Le mari est musicologue, il a entendu ce chien chanter, ça le rend fou, donc il veut absolument aller le retrouver dans le Jura. Sa femme, elle, est archéologue et elle s'intéresse aux abbayes, aux monastères, etc. Et comme c'est une région où il y a eu beaucoup de monastères et d'abbayes dans la forêt, elle en profite pour aller
aussi en voyage scientifique avec son mari, donc ils débarquent tous les deux dans le Jura. Je ne vous raconte pas la suite, mais ça a fleuri, et enfin, il y a une histoire après qui se passe entre deux, qui les enferme dans le Jura d'une certaine façon, qui est un peu la métaphore de moi tombant amoureux du Jura, si on veut psychanalyser le machin. Et puis, ce qui est assez rigolo, enfin pour moi en tout cas, c'est que tous les plans de mon film se situent, ils sont en gros, ils commencent là où les plans de Jean-François finissent, ou ils finissent là où les plans de Jean-François commencent. C'est-à-dire, c'est exactement le territoire tourné sur le territoire de Pasque-Montagne que je connais par cœur, puisque j'ai fait tous les repérages avec lui ou même seul, puisque je suis resté 8 mois tout seul dans le Jura pendant qu'il allait rechercher du blé à Paris pour financer le film, puisque l'argent allait et venait. Et donc, voilà, j'ai fini par d'abord, avant le roman qui racontait véritablement Passe-Montagne, faire une espèce de faux Passe-Montagne. Mais on voit bien que c'est des films très différents. Le cinéma de Jean-François est totalement biaisé, totalement frontal. Moi, je suis plus basique, un peu plus pâteau comme type, et je vois les trucs assez de face. Donc le film est tourné assez frontalement, assez direct. Il dit les choses de façon, quoi qu'il est un petit peu obscur quand même, mais pas de la même façon que Jean-François. Jean-François est obscur, mais les choses arrivent à la lumière, encore une fois, par le son, par la lumière, justement, par la lumière différente des plans. Moi, c'était plutôt une histoire un peu obscure, parce que très torturée mentalement, etc. Mais en filmage, elle est beaucoup plus frontale, elle est beaucoup plus apparemment simple. Et en fait, m'a dit Jean-François, beaucoup plus compliqué. Et on va en regarder un extrait. Donc c'est le début qu'on a choisi. Et on en reparle après. Donc c'est un film qui est sorti en 2002. Et moi, ce qui m'a tout d'abord touché dans ce film, c'est le rapport que vous créez entre... Enfin, ce qu'on disait avec Pablo, c'est le rapport entre le Japon et le Jura. Enfin, ce rapport qui donc passe par le son dans ce début de séquence, puis on s'ancre directement dans cette nature avec le plan dans la voiture, etc. Et j'ai eu l'impression qu'à la fois vous vouliez faire un film sur le Jura, sur le Japon et sur Passe-Montagne, mais aussi ils ont quelque chose de très propre à vous aussi, enfin je sais pas, à votre expérience, à ce que vous avez ressenti donc au Japon, etc. Enfin une espèce de synthèse de tout ça. Et je trouvais que ce début était assez représentatif. Est-ce que peut-être vous pouvez nous parler de l'idée, de comment c'est venu, comment est-ce que vous avez mis en place et comment vous êtes passé aussi en réalisation, quoi. Parce que vous ne montez pas ce film. C'est un peu comme je suis passé en écriture en écrivant le film sur Passe-Montagne. C'est-à-dire que il y a un moment où le fantasme, ou l'envie, ou je sais pas quoi, l'envie de découvrir est tellement forte que on fait au lieu de rêver. Voilà, ouais, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et d'ailleurs, ce qu'il y a de rigolo quand je vois le film, je me dis que c'est après le film que je me suis mis à apprendre le japonais pendant 7 ans, puis j'ai abandonné parce que j'arrivais pas à discuter philo, c'était un peu trop compliqué de commencer le japonais très tard. Et que c'est après le film, après avoir connu mes 2 acteurs, là, dont d'ailleurs l'acteur, c'est lui qui m'a fait connaître la jeune fille Akimoto Minori qu'on voit dans le film de ce matin, qui est toujours mon assistante, enfin qui monte maintenant des films. Donc je me suis mis à apprendre le japonais après eux, après avoir fait le film, alors qu'ils dialoguent en japonais pendant le film, mais j'avais un atout japonais qui était un jeune homme qui m'avait écrit, parce qu'il avait eu vent du scénario, et qui m'avait dit qu'il voulait absolument travailler sur le film. Or, je le trouvais trop jeune pour moi, et il s'est avéré que c'était un japonais comme je les adore, c'est-à-dire entièrement moderne et entièrement dans la tradition. Il s'appelle Katagiri Kenji, et donc il a été conseiller japonais sur ce film. Et c'est lui qui me servait d'intermédiaire avec la langue japonaise, puisque il y avait des problématiques. L'un des deux est de Tokyo, l'autre de Kyoto, donc les accents sont différents, les sens sont différents selon les mots. On ne dit pas sale crétin pareil en tokyoïte et voilà, etc. Donc tout ça a été très compliqué. Et donc c'est juste après le film que je me suis mis à apprendre le japonais, puis à aller au Japon et tourner tout seul avec une caméra des documentaires sur le Japon, des journaux de voyage, et puis un film sur une joueuse de koto. Le koto, c'est la harpe japonaise, un film sur un peintre, etc. Et puis c'est marrant parce que quand je vois ce début de film, je me dis c'est marrant, ça ressemble comme par hasard évidemment à ce que j'essayais de filmer au Japon. D'ailleurs des cieux, voilà, des trajets, des choses comme ça.
Donc, comme si j'essayais, c'est ça le but du film, hein, c'est d'essayer de filmer du Japon dans le Jura. Et d'ailleurs, dans la séquence qui suit à peu près ce que vous avez vu, une fois que les Japonais sont installés, lui, il regarde la campagne devant leur maison, les arbres, tout ça, il dit ah, ça ressemble vraiment. Et elle ne dit pas tout à fait. Voilà, c'est-à-dire des espèces de rapprochement total entre possible évidemment entre toutes les campagnes, disons tout simplement. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, je voulais tourner ce que j'appelais la phase B du chien qui chante au Japon. J'ai postulé à Kujoyama, qui est la Villa Médicis de Tokyo, pour aller écrire un autre film qui s'appelait La fête du coup d'essai, qui était le versant inverse de cela, c'est-à-dire une troupe de scientifiques français qui vont faire des recherches dans le Japon et, voilà, et qui s'y perdent aussi d'une certaine façon. Voilà, donc enfin, je vois dans les deux choses, en tout cas, ce qui me paraît pas intéressant, mais normalement significatif, c'est qu'un jour les fantasmes deviennent écriture ou filmage et donc action d'une certaine façon. Et donc, pour reparler de ce début, donc c'était vous aviez déjà réalisé des courts-métrages, mais c'était votre premier long, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, là, vous vous retrouvez vraiment aux manettes, vous créez votre propre matière. Et ce qu'on trouve ce qui est intéressant, je trouve, dans ce début, c'est que bon, on a un trajet Japon-Jura tenu en 3 minutes et demie avec, je n'ai pas compté, mais 6 ou 7 plans. Et en même temps, et en fait, je trouve que dans le travail de découpage, il y a donc ce goût en même temps du jeu de montage qui fait qu'on peut aller très très vite et et qui peut nous laisser beaucoup de liberté. Et rétrospectivement, il y a des choses qui sont assez carrées et assez étudiées. Par exemple, le panneau, quand on embarque avec le train qui arrive, il nous embarque le panneau fait basculer toute la caméra et il y a une coupe invisible pendant le mouvement, ce qui fait qu'on retrouve nos deux Japonais qui étaient dans le train en train de marcher. Donc comment est-ce que comment est-ce que, en tant que réalisateur, vous êtes laissé la liberté de vous dire alors là, à ce moment-là, j'aimerais être plus libre et avoir plus de possibilités au montage, ou là, je choisis de m'amuser avec cet effet-là, donc je quadrille, quoi. Alors, comme je suis monteur, j'ai essayé de penser le film et surtout de le tourner, surtout pas en pensant montage. C'est-à-dire j'ai essayé aussi, comme mes chers camarades Piala et Stevenin, de tourner en plan séquence. J'ai cédé au chant contre chant, comme je le disais tout à l'heure, dans les séquences obligées, c'est-à-dire les séquences de table, à savoir, il y a 2 ou 3 séquences. Et d'ailleurs, comme par hasard, j'ai laissé monter les séquences en chant contre chant entièrement à ma monteuse, Mathilde Muillard, qui était, je le précise, à l'époque que j'ai choisi parce que j'étais pas jeune et qu'elle était jeune, parce qu'elle était monteuse son et que j'étais monteur image. Et c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que les complémentarités étaient beaucoup plus riches que les similitudes, que c'est toujours dangereux de monter, de travailler avec des gens trop similaires à vous, je dirais, quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'apparaissait dangereux. Donc, j'aime bien les oppositions. Je me suis encore perdu. Choisir le montage, une monteuse. Oui, donc j'essayais, ouais, mais surtout pendant le tournage, j'essayais de tourner toujours en plan de séquence. Hein. Pas seulement par admiration pour Stevenin et pour Piala, mais aussi parce que moi, étant monteur, je connais les ressources possibles du montage. Donc tourner, découper en me disant ça va marcher de tel axe à tel axe, ça m'amuse pas du tout. L'intérêt, c'est que la réalité d'une situation entière soit crédible en un plan. C'est-à-dire, encore une fois, cette mise en scène qu'on peut appeler théâtrale, entre guillemets, des espèces de parties entières, hein, de surtout pas couper tant qu'on peut ne pas couper. Tant qu'on peut ne pas couper, on ne coupe pas. Hein. Voilà, donc j'ai essayé ça, ce qui ne m'a pas empêché après de couper dans les plans, comme faisait Stevenin, comme je fais dans les Piala, etc. Mais l'idée était toujours de concevoir quelque chose qui soit un entier, comme une tranche de vie. Et puis après, on peut la réécrire, cette tranche de vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des plans. Des plans séquences, ça ne veut pas forcément dire des plans longs. Pour moi, le plan où le jeune homme, là, de dos, en t-shirt rouge, voit un avion passer, c'est un plan, c'est une séquence d'une certaine façon. C'est une entité. C'est pensé comme un plan entier. Donc le plan séquence, encore une fois, ne veut pas dire une grande scène, etc. Ça peut être une vision, presque une photo, disons, si on veut. Sinon que le cinéma bouge. Et voilà. Donc l'effort était porté là-dessus, d'essayer de tourner des plans
en des plans entiers, des tranches entières. Je précise, pour ceux qui n'ont pas vu le film, que le plan qui va de la Micheline là, sur les 2 marcheurs est en fait une vision qu'il y aura plus tard, ça c'est une pique à Mizoguchi, les 2 marcheurs ne sont en fait pas les 2 japonais, mais la japonaise et un des jurassiens qu'on retrouvera plus tard dans le film, donc qui est une espèce de vue prémonitoire de ce qui se passera plus tard dans le film. Parce qu'il y a voilà, je ne vous raconte pas tout, mais c'est assez cuisiné, si vous voulez. Et ben voilà, je crois que j'ai répondu à l'histoire surtout, mon idée était ne pas tourner comme un monteur. Voilà. Très important, puisque c'est quelque chose qu'a priori je connais un peu, voilà, donc ça ne m'amuse pas du tout de marcher sur mes propres plates-bandes d'une certaine façon. Vous apparaissez souvent dans les films, donc vous êtes souvent sur les tournages en tant qu'acteur, et là on vous voit à l'image. Non, c'est par économie, et puis parce que ça m'amusait de dire voilà, j'amène les Japonais, ça me faisait rigoler, voilà, c'était tout simple. Et puis ça fait un acteur de moins à payer, tout ça, c'est vachement bien pour les productions. Et puis si j'apparais souvent dans les films, non, j'ai fait des trucs dans les films. La Nuit américaine, je joue mon rôle comme tout le monde joue son rôle. Je joue un petit rôle dans Police parce que Piala, pour pas me demander tout de suite, parce qu'avec Piala c'était compliqué, entre chaque film on disait qu'on allait se voir, on se voyait jamais, puis à chaque fois au début du film suivant il prenait un monteur, et puis il me rappelait, etc. Alors là, pour ne pas me rappeler tout de suite comme monteur, il m'avait fait jouer un petit rôle dans Police, et comme j'étais sur le tournage, il dit tiens, puis puisque tu es là, tu voudrais pas monter le film. Voilà, enfin, des choses tout à fait tordues dont il avait le secret et le goût, disons, très agréable d'ailleurs. Voilà. Et puis dans Truffaut, et puis dans quoi j'ai joué, dans Stevenin, je joue vaguement voilà, mais en général, j'aime pas tellement être sur les tournages, et comme vous voyez, c'est un petit peu par hasard, quoi. Et dans Satan aussi, j'ai joué dans Sous le soleil de Satan, j'ai joué un rôle parce que Maurice était, comme je vous le disais tout à l'heure, champion du retournage, pas comme le tournage avait été fait, c'est-à-dire en changeant un élément, à savoir éventuellement l'acteur. Là, les rôles que je joue dans Satan, ça avait été joué par Claude Berry, qui était quelqu'un avec qui Maurice avait des rapports pour le moins conflictuels, et qu'il était très content d'avoir fait jouer, et pour pouvoir lui dire après qu'il était tellement mauvais qu'il l'avait fait rejouer par quelqu'un d'autre. Qui n'était pas meilleur du tout, parce que je n'étais pas acteur, mais néanmoins, bon, de toute façon, Piala, il dirigerait un tronc d'arbre, moi, donc j'étais totalement sécurisé. Je vous raconte quand même comment c'est formidable. Première prise avec Piala, je joue avec Sandrine Bonner, donc déjà un petit peu comme ça. Et puis, il me dit, mais qu'est-ce que tu as là, tu gigotes comme tout, c'est pas la cinglingling et tout ça. Bon. Et deuxième prise, il me dit, mais pourquoi tu t'es raide comme un piquet? Donc ça, pour moi, c'est ce que j'appelle diriger un tronc d'arbre, c'est-à-dire une espèce de décomposition du désir d'acteur. C'est pas la peine de faire semblant d'eux, c'est pas la peine de gigoter, c'est pas la peine de pas gigoter, ne fais rien. Voilà. Ça, c'est la direction d'acteur selon Piala. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Vous n'avez pas monté du coup le Pays du chien qui chante? Non, je l'ai monté. C'est-à-dire, je faisais un peu le système qu'on faisait avec Stevenin pendant Passe-Montagne. Avec Stevenin, on montait un peu pendant la journée. Lui étant très noctambule et tout ça, il montait jusqu'à 6h du matin. Et moi, je revenais le lendemain matin. Il avait coupé des trucs, un peu déchiré la pellicule. Je lui avais appris comment marchait la machine de montage. Donc, il montait. Et puis, de temps en temps, il mettait des petits mots en disant « essaye ici, essaye ça ». Parce que c'était trop compliqué pour lui au début. Il n'avait pas encore pigé comment on ne cassait pas la pellicule. Donc, il me demandait d'opérer quelques coupes qui regardaient quand il arrivait vers je sais pas quoi, 2h de l'après-midi. Donc on se croisait entre 2h et 8h du soir, 10h du soir. Après je partais et continuais à monter la nuit. J'ai fait un peu la même chose avec Mathilde Muyard, qui donc montait le film, mais quand je ne pouvais pas lui expliquer ce que je voulais, ou que j'estimais que j'avais tellement honte et que j'avais tellement raté le tournage d'une séquence, je venais le monter en douce la nuit et tout ça. Avec mon copain japonais, là, Kenji Katagiri, qui était mon assistant du film et qui est resté à Paris à ce moment, jusqu'à la fin du montage, ce qui était drôlement bien. Et voilà, donc cette espèce de voilà, double, parce que c'est vraiment agréable. Moi, j'ai vu ça avec Grand Perret, par exemple, Patrick Grand Perret. Lui, c'était pas le système de jour-nuit de Stevenin, mais c'était 2 tables. Lui, il montait une séquence sur une Atlas et moi, je montais une autre séquence sur une autre table. Mais c'est vraiment formidable parce qu'il y a quand même un certain nombre de metteurs en scène qui ne savent pas exactement ce que c'est que le montage. Alors que, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait la même gymnastique au scénario, puisqu'ils ont changé les répliques de place, ils ont changé les scènes de place, ils ont enlevé le début du film, ils ont mis tout en flashback. Enfin voilà, cette cuisine du montage, elle est totalement
déjà répété dans le scénario. Donc il n'y a vraiment pas à s'effrayer que une fois que c'est tourné, que le monteur change toute place. Une fois j'ai monté un premier film, j'avais fait ça, donc j'avais changé ce que j'estimais nécessaire de changer pour que le tournage, les difficultés et les ratés du tournage soient rééquilibrés en fonction de ce que devait être le scénario, mais un scénario donc amélioré. Et le gars avait fait venir le scénariste en projection qui me dit « Mais pourquoi vous avez tout changé de place ? On a fait 17 versions du scénario. » Je lui dis « C'est la 18e, si ce n'est pas la bonne, ça va être vraiment emmerdant. » Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Non, mais du coup, comment on passe... j'imagine que la réalisation, c'est quelque chose que depuis le début, vous faites du cinéma, vous avez envie de réaliser, donc comment ça se passe d'être monteur Non, ce qu'il y a, c'est que la réalisation, c'est une gymnastique extrêmement difficile. Il faut connaître 45 disciplines, le sport, la danse, la musique, la direction d'acteur, l'écriture de dialogue, la photo, le cadre, tout. Il faut connaître un nombre de trucs absolument faramineux. Donc moi, je m'y suis mis à 50 ans, c'est un tout petit peu tard. Et il y a une gymnastique que je n'avais pas du tout, particulièrement, c'est la direction d'acteur. Donc je viens de lire d'ailleurs une magnifique interview de Cédric dans Positif, de Cédric K dans Positif, qui dit que la direction d'acteur est la chose la plus fausse et la plus frelatée qui existe. C'est une notion totalement vaine et que ce n'est pas comme ça qu'on doit appeler ça, mais plus exactement, je ne sais plus quel terme il emploie, mais quelque chose comme l'aiguillage. Mais certainement pas direction, c'est-à-dire diriger, dire que. C'est ce que je disais tout à l'heure, les gens qui prennent des collaborateurs et qui leur disent fais ci, fais ça. Ce n'est absolument pas dans ce cadre-là que ça peut fonctionner. Cela dit, j'estime quand même être très en défaut en direction d'acteur, ou du moins, je dirais, profitant de Piala, en non-direction d'acteur. C'est-à-dire, justement, ne surtout pas. Mais cela dit, je n'ai jamais explicité ce que je voulais. D'abord parce que je pense qu'une fois que le casting est fait, la distribution des rôles est faite, le film est fait, c'est terminé. Et d'ailleurs, j'ai vu 10 Japonais et 10 Japonaises pour le rôle, et je suis revenu aux 2 premiers que j'avais vus, qui étaient comme par hasard et d'instinct tout de suite les personnages du film, etc. Voilà. Mais néanmoins, quand même, il y a, comme je disais, je pense que c'est le meilleur mot, il y a une gymnastique intensive de la mise en scène. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué à cause du nombre de cordes qu'il faut avoir à son arc et qu'on ne la commence pas trop tard. C'est pour ça que je pense que je ne ferai plus de films, parce que les films que j'ai fait après sont des documentaires à la première personne et que j'ai filmé moi-même. Et d'ailleurs, j'ai enfin fait ce que je rêvais de faire depuis que j'ai raté mes écoles, c'était le cadre, puisque je voulais faire Vaugirard pour faire du cadre plus que de la photo. Et j'ai enfin fait du cadre en faisant ces documentaires, et j'étais ravi de comprendre, ce qui est une évidence absolue, qui est qu'au lieu de découper du temps comme au montage, je découpais de l'espace. Et j'avais enfin abouti à une espèce de retour aux sources comme ça, qui complétait voilà, une vision, non pas une pratique totale, mais quand même un certain nombre de disciplines du cinéma se rejoignaient là, voilà, quelque chose comme ça. Moi, je voulais juste dire, dans direction d'acteur, il y a c'est donner une direction aussi. C'est pas forcément diriger, quoi. Oui, pardon. Oui, non, mais bien sûr, non, une direction. Non, mais vous comprenez bien ce que je veux dire quand j'incrimine le mot diriger en montrant du doigt, etc. C'est-à-dire je pense que des indications trop précises, mais d'ailleurs, je pense que c'est à tous les postes et tout ça, il faut quand même un petit peu de flou, un petit peu de poésie dans la. Parce que si on décrit très exactement, j'imagine que des cinéastes comme Haneke ou des gens comme ça décrivent très exactement, entre guillemets, ce qu'ils veulent aux gens et qui sont totalement tyranniques, etc. Je comprends. Mais je vois bien, par exemple, quand on lit quand on lit Bergman, par exemple, la façon dont il dirigeait les gens, ça devait être à la fois extrêmement précis, mais quand même, on voit bien qu'il y a une dose, une espèce de pourcentage d'imaginaire et de non-dit qui est vachement importante. Alors, quand on voit les films de Bergman, on se dit, c'est parfait, ça a dû être écrit comme ça, tellement c'est extraordinaire. Enfin, pour moi, en tout cas, parce que c'est un cinéaste pour moi absolument lumineux, on se dit que ça a été pensé et fait comme ça et que c'est exactement ce qu'il voulait. Quand on voit, par exemple, que j'ai vu l'autre jour, le documentaire sur Persona qui est passé sur Arte avant la reprojection de Persona et qu'on voit Persona après, on se dit c'est pas vrai ce qu'il y a dans le documentaire, c'est pas vrai que c'est ça qui l'a sauvé de la déprime, c'est pas ce film-là où il a changé tout le scénario et tourné toute autre chose. On se dit que l'objet est tellement magnifique, esthétiquement, en pensée, en direction d'acteur, en beauté de la photo, en réussite totale, c'est pas possible que ça n'ait pas été pensé tellement on sent que la puissance de ce gars est extraordinaire. Eh ben si, c'est une suite d'hésitations. C'est en ça que je dis la direction d'acteur, voilà. J'adhère un peu à ce que dit Cédric en disant méfiance.
coup, on compose souvent au réalisateur, donc à savoir que vous ont apporté les différents chefs de poste qui vous entourent, etc. Et du coup, de votre point de vue à vous, en fait, en renversant un peu les rôles, quand vous êtes dans votre rôle de monteur, qu'est-ce que vous attendez des réalisateurs? Qu'est-ce qui vous plaît, en fait, chez De La Limite? Voilà. C'est bien évidemment qu'ils soient capables de reconsidérer s'il faut le reconsidérer, ce qu'ils ont fait. Et que devant les scènes, disons, ratées, ils ne disent pas tout simplement « il n'y a qu'à la couper » ou il n'y a qu'à la monter comme c'était prévu. C'est-à-dire qu'ils aient à ce moment-là une invention de montage. Puisque je disais tout à l'heure qu'un metteur en scène, quand même, il est obligé de savoir, de connaître toutes ces disciplines. Enfin, en tout cas, d'avoir un goût pour, en tout cas, de chercher à l'intérieur de ces disciplines, que ce soit la photo, le montage, la direction d'acteur, etc., etc. Donc, à partir du moment où il baisse les bras en coupant ou en ne reconsidérant pas, je ne trouve pas que c'est un... Pour moi, il n'est pas travailleur, c'est juste un flemmard. C'est ça la problématique véritable. Hein. C'est ne pas s'arrêter de travailler. C'est quelqu'un qui s'arrête de travailler d'une façon ou d'une autre, en disant tant pis, ou en disant il y a qu'à, ça va pas. Mais par rapport, en fait, ma question c'était plus par rapport à vous, en fait. C'est-à-dire, comme il y a des réalisateurs, ce que vous disiez exactement, vous avez choisi des gens qui s'opposaient un peu à vos pas, qui ne vous ressemblaient pas trop. Est-ce que vous, par exemple, dans votre... Enfin, je sais pas, peut-être que vous choisissez les réalisateurs maintenant, mais est-ce que vous avez... il y a des réalisateurs qui font plus dans vos retranchements, par exemple? Oui, bien sûr. Pardon. Non, c'est ça. Oui, bien sûr. Piala, par exemple. Je n'ai pas tout raconté sur Piala, mais Piala, si j'ai quand même donné une piste sur un truc, il me disait, tu as encore fait tes Yanneries, etc. C'est quand même quelqu'un qui est tout le temps en train de vous dire, tu ne peux pas faire mieux. C'est quand même quelqu'un qui nous prenait, je dis nous, l'équipe de montage, 15 jours avant le mixage, c'est-à-dire 15 jours avant la fin du montage véritable de l'image, je disais, bon, vraiment, le film est quand même très, très décevant, on va mixer dans 2 semaines. Je ne sais vraiment pas si j'arriverai à sortir un film comme ça. Alors, qu'est-ce que vous foutez, etc. Voilà. Bon, voilà, ça, si c'est pas de l'exigence, si c'est pas vous poussez dans vos retranchements, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Ça, c'est du metteur en scène. Ça, c'est du vrai. Et du coup, maintenant, vous avez monté aussi des premiers films. Est-ce que dans ces moments-là, vous lisez d'abord un scénario, vous rencontrez d'abord le réalisateur? Enfin, comment ça se passe pour accepter, disons, un projet? Alors, comme je disais aussi ce matin, dans lecture du scénario, et si à la rencontre avec le cinéaste, il explique le scénario, je claque la porte et je m'en vais. Sinon, bien évidemment, c'est très difficile les premiers films, et à la fois c'est tout à fait prometteur. C'est vrai que c'est complètement passionnant de voir la première fois que quelqu'un se projette dans de la pellicule, disons, enfin dans une histoire filmée, c'est totalement extraordinaire et ça peut pas. Bon, il y a toujours s'il y a une promesse de quelque chose dans le scénario, c'est formidable de se dire voilà, pourvu que ça grandisse. Le problème est que quelquefois ça ne grandit pas. Le symptôme, malheureusement, pas toujours, hein, mais assez fréquent, c'est que on essaye, évidemment, les monteurs, hein, avec notre point de vue, on essaye de fabriquer un objet qui, je ne dirais pas qui ne comporte pas de défauts, mais qui magnifie le plus possible le sujet proposé, et le film qui est rêvé par le réalisateur. Et donc, comme il y a un pourcentage de ratage, d'enlever ces ratages, de les transformer, de les changer de place, de les monter autrement, de ne garder qu'un plan d'une séquence sur les 12 qui sont tournés, bref, de faire un travail critique pour que, à notre avis, monteur, hein, ça fasse grimper le film, etc. Or, il s'avère assez souvent, à partir du moment où on est arrivé à, je dirais épurer, c'est un mot horrible, mais c'est quelque chose comme ça, épurer, à formater, c'est aussi un mot horrible, je suis désolé, hein, mais à donner une forme quand même totale qui ressemblerait, pense-t-on, hein, on peut se tromper, encore une fois, au scénario, à l'espoir du scénario qu'on a lu. À partir de ce moment-là, quand le réalisateur, et c'est fréquent, reconnaît qu'effectivement ça ressemble au film, mais il remet un peu des petits trucs qu'on a coupés et qui bousillent le film. Ils remettent des petites crottes. C'est quand même terrible. Et c'est une maladie. C'est-à-dire que... Et moi, je leur dis à chaque fois, mais vous faites comme Truffaut, vous le tournerez dans le prochain film, cette séquence ratée. C'est pas la peine de remettre celle-là. Elle est mauvaise, elle va gâcher le film. D'accord, ce n'est pas le film de 2h38 que vous désiriez. Il ne fait qu'1h29. Mais comme ça, il se tient, il est bien, etc. Et très souvent, oui, mais c'est tellement bien quand machin lui dit bougre de con, etc. Et là, et hop, voilà.
Ça, c'est un symptôme terrible qui est vraiment très fréquent, parce que comme si les gens qui font un premier film n'allaient faire qu'un premier film et puis jamais de second. Il faut quand même, voilà, si on veut vraiment faire du cinéma, il ne faut pas penser à faire qu'un seul film. Enfin, on peut aussi ne désirer faire qu'un seul film et se suicider le lendemain de la sortie, hein, c'est comme on veut. Mais néanmoins, je pense qu'il faut... voilà, si on veut vraiment faire du cinéma, c'est vachement dur. On peut se dire quand même que le premier, c'est un coup d'essai, que ça peut rater, mais qu'il faut que ça soit cohérent avec son désir et que ça aille au bout rigoureusement au bout d'une entreprise qui ressemble encore une fois au rêve qu'on a eu du film, quelque chose comme ça. Moi, mon film, par exemple, c'est très net, hein, pour comparer, puisque j'ai été aussi un premier filmeur, et j'en ferai pas deux, des fictions en tout cas, des documentaires, oui, c'est beaucoup plus simple, enfin, des documentaires à la première personne, hein, j'entends, mais j'ai bien vu le machin, le chien qui chante, moi je pensais que, moi je visais là, hein, puis je vois un machin, bon, c'est pas mal. Je ne dis pas du tout ça par fausse modestie, je dis ça par réalisme. C'est je dis ça très tranquillement, un petit film. C'est pas du tout à la hauteur d'un Piala, d'un Steven, d'un machin. C'est un petit film, mais je trouve qu'il est honnête, honnête, c'est pas un très joli mot non plus, mais qu'il est cohérent avec son désir, que je n'ai pas eu la puissance pour le monter assez haut, mais que néanmoins je n'en ai pas honte. Je n'en ai pas honte, mais il n'est pas grand. Voilà, c'est tout. Peut-être juste... quand on regarde votre filmographie, on remarque qu'il y a beaucoup de co-montage. Et je voulais savoir, en gros, est-ce que vous arrivez au milieu d'un travail ou est-ce que c'est dès le début que ça se décide, un co-montage? Comment ça fonctionne? Alors, il y a eu pas mal de choses variées. Donc, avec Piala, donc, il prenait assez souvent là, sur les 5 films qu'on a montés. Il y en a qu'un que j'ai monté entier, c'est Le Soleil de Satan. Les 4 autres ont été commencés par quelqu'un qui l'a souvent écarté à la fin du tournage. Et je pense qu'il y a une raison à ça. Ce n'est pas la qualité du monteur d'avant, ni Hélène Viard, ni Martine Giordano, qui étaient les grandes ponteuses, etc., ni Sophie Coussin, etc. C'était que une fois que le tournage est terminé, il y a une autre étape qui se décide. Et donc, d'une certaine façon, dans 4 fois sur 5, ça a été donc un autre monteur, cette autre forme. Cette deuxième étape, ça a été un autre monteur. Collaboration avec Mai Wen, c'est parce qu'il voulait aller à Cannes, et puis il y avait un matériel, comme je disais tout à l'heure, 3 caméras et tout ça, infernal. Donc il fallait labourer un peu tous les champs, etc. Et quelquefois, ça a été des consultations à la fin des montages. Quelquefois, c'était des montages où j'étais pas libre au début, et donc j'ai commenté avec Thomas Marchand 3 films, par exemple, le film de Marilyn Conto, le film de Babinet, le film de je sais plus qui, de Hélène Angèle. Voilà, c'était assez varié comme figure. Ça n'a jamais été très problématique, je crois. C'est même assez enthousiasmant de travailler avec quelqu'un, d'échanger de changer de point de vue, donner des scènes à l'un ou à l'autre, se répartir le travail. Avec mon assistante Minori aussi, donc j'ai co-monté le film de Pascal Thomas, Valentin, et puis là, elle est chef monteuse, et moi je suis, comment ça s'appelle, superviseur sur le dernier. Oui, 4h15, moi je vais mettre l'alarme à 4h15. D'accord. Oui, moi j'ai une alarme après. Il faut arrêter. Engagé. Illico engagé. En tout cas, merci beaucoup. Un plaisir, merci. Ou alors peut-être finissez juste ce que vous avez à dire. Non, c'était ça, là, j'étais sur la collaboration, oui, ça peut être compliqué, mais c'est fructueux. Je me suis quand même fait virer de 2 ou 3 films et tout ça, c'est moins agréable, mais c'est la vie aussi. Quand la mésentente est forte, il faut s'en aller, quoi. Voilà. C'est ce qu'on va faire. Donc oui, merci beaucoup Yann d'avoir été là.